Bienvenue au podcast La tête dans les poubelles, le podcast dans lequel on jase environnement, zéro déchet, et aujourd'hui on jase de politique en développement international avec Alexandre Nadeau, politologue. Bonne écoute à tous. Donc, ce matin, pour ceux qui se joignent à nous, on reçoit Alex, politologue en développement international. Qu'est-ce que ça fait ça? Moi, j'ai bien hâte de le savoir parce que sincèrement, je fais plus de la politique municipale que de la politique provinciale ou fédérale. Lui, il fait de la politique internationale. Tu sais, c'est comme de différents niveaux de Pokémon. Lui, il a décidé qu'il allait tout de suite faire comme le level up, là. C'est un Pokémon légendaire. Donc, aujourd'hui, on accueille un Pokémon légendaire, si je peux me permettre l'expression, avec un politologue spécialisé en développement international. Bon matin, Alex, comment vas-tu? Bon matin, ça va super bien. Premièrement, je suis pas un Pokémon super évolué, là. Je suis clairement pas un Pokémon légendaire. La seule différence entre la politique municipale, dans le fond, puis les relations internationales, en fait, c'est que les relations internationales sont issues du domaine de la science politique, là. Sauf que les relations internationales n'ont pas le même objet d'étude. Parce qu'en politique, ce que tu vas étudier finalement, c'est les décisions prises par un gouvernement sur sur la population, puis les retours de la population envers ce gouvernement-là. C'est la science politique. En relation OK. internationale, ton unité de base d'analyse va être différente parce que tu vas aller analyser, dans le fond, les résultats, les interactions entre les États. Ton unité de base passe de la population d'un État ou d'une municipalité ou peu importe ce que tu étudies. Tu sais, si tu étudies en politique publique, tu vas essentiellement utiliser la population d'une municipalité versus la population, versus le gouvernement municipal. Si jamais tu y vas en politique provinciale, là, ça va être la population de la province. Ben, en relations internationales, ce n'est que des interactions entre les États, finalement, qu'on va aller étudier. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est différent de la science politique pour autant. Parce que ce qui va dicter la conduite d'un État, ça va généralement être sa population en arrière, l'histoire du pays ou plusieurs éléments comme ça qui vont venir, qui vont être issus de la population puis qui vont donner la direction d'action d'un État dans le monde. Moi, ben, je fais les relations internationales parce qu'essentiellement, je travaille en développement international. Donc, quand on travaille en développement international ou en coopération internationale, ce qu'on va chercher à étudier, c'est les interactions entre les États pour essayer d'améliorer les conditions de vie des populations dans certains pays, finalement. OK. Donc, au fond, toi, tu travailles vraiment quand on parle de développement international, comme tu dis, c'est relations entre les pays, accès à certaines ressources que d'autres pays n'auront pas nécessairement, parce que là, on parle de développement. Fait que là, on a des pays qui sont pas nécessairement aussi avancés que nous autres au niveau que ce soit financier. Souvent, c'est le côté financier qui empêche un pays d'avoir accès à des ressources comme l'eau potable, entre autres. Donc, c'est là-dessus que tu peux travailler essentiellement. Ben, moi, essentiellement, je travaille dans un domaine qui s'appelle le renforcement des capacités. L'objectif du renforcement des capacités, c'est pas d'apporter des ressources ou d'apporter de l'argent dans un pays qui est soi-disant plus pauvre, là, qui est pas un terme que j'apprécie particulièrement. C'est simplement de partir des ressources qui existent déjà sur un territoire pour essayer d'amener le niveau de vie de la population autour de ces ressources-là à un niveau supérieur, finalement. OK. Tu disais que tu aimais pas le terme «plus pauvre», je te dirais que moi non plus, j'aime pas vraiment cette expression-là dans le sens où, je sais pas si tu connais, Robert Kiyosaki, qui explique, dans son livre, «Père riche, père pauvre», la différence, c'est plus, comme tu dis, au niveau de la capacité de s'adapter, puis, dans qu'est-ce qu'on a envie. Mais quand tu parles de pourquoi t'aimes pas ça, c'est-tu parce que c'est plus, marketing? On utilise plus ce thème-là pour aller comme amadouer les gens, les politiciens ou les différents gouvernements? Ben, c'est surtout Qu'est-ce parce que que t'aimes pas? tout ce qui est pauvreté, pays pauvres ou pays en développement ou pays sous-développés, ça a de facto un espèce de rapport de supériorité dans les OK. relations que tu vas établir avec les gens avec qui tu vas travailler finalement. Puis c'est pas vraiment le cas en fait. On n'est ni plus intelligent, ni meilleur, ni, plus beau, ni plus fin qu'aucun pays dans le monde, puis qu'aucune autre personne finalement, là. On a des compétences qui peuvent être différentes à certains moments, puis on a surtout eu plus de chance historiquement. Mmh. Fait qu'à ce moment-là,
ce qui est important là, ce qui est important quand on va traiter avec des gens qui sont dans une situation sociale un peu plus précaire, c'est pas de les faire sentir comme c'est des moins que rien puis qu'ils sont incapables de s'en sortir parce que généralement, ce qui mène à un niveau, on va dire encore je veux pas dire un niveau de développement moins élevé, mais je vais dire normalement ce que je dis sur la job là, ou quand que je parle à mes collègues de travail, je vais dire un niveau de précarité plus élevé ou un niveau d'insécurité plus élevé, mais ça va généralement être une conjoncture historique ou ou circonstancielle qui va mener à cette situation-là, là. OK. Donc, toi, ton rôle, c'est vraiment ton rôle particulièrement. Je pense que tu l'as dit avec précision, parce que j'ai vu que tu avais été faire quand même, tu avais été faire un travail à Haïti, entre autres. C'était quoi ton rôle quand tu as été faire ton travail à cet endroit-là? Moi, j'ai essentiellement fait des études dans ma vie, là. J'ai pas, oui, j'ai travaillé dans certains projets de coopération internationale. Oui, j'ai été me salir les mains, j'ai vacciné des chefs, des affaires-là, mais je veux dire, Et mon, vacciner des chèvres. ouais, vacciner des chefs. C'est des choses vraiment agréables à faire. Mais bref, moi, c'est essentiellement mon travail, ça a été de coordonner des équipes de recherche, puis de travailler en recherche sur le développement international, sur comment on est capable d'améliorer les pratiques en coopération internationale pour ultimement atteindre un objectif qui est l'amélioration des conditions de vie de la population, finalement. OK. Je voulais savoir, quand on parle justement, là, on parle comme, waouh, ça peut aller tellement loin. Je suis comme, oh, attends un peu, là, mon araignée va commencer à se placer. Ça peut comment aller loin. Quand on parle justement de développement international, là, on a parlé de pauvreté, qui est un terme qui est assez péjoratif, donc on n'ira pas dans ce terme-là, parce qu'un peu comme tu l'expliques, c'est vraiment montrer qu'on est supérieur alors que ça n'a aucun rapport avec la supériorité, là. On en est tous conscients, là. On n'est pas plus intelligent qu'un autre. Euh, Quand on parle justement de développement, on va parler d'économie, on parle de développement durable. Euh, Là-dedans, là, tu sais, quand on parle dans les limites du raisonnable, quand on parle de développement durable, est-ce que c'est une affaire de pays dits plus développés ou plus chanceux, ou est-ce que les pays qui sont justement, qui n'ont pas nécessairement la chance qu'on a eue, parlent également de ces sujets-là ou en viennent à avoir des discussions avec les autres pays par rapport à ça, ou ils sont même pas rendus là, eux autres, dans leur réflexion? En fait, je te dirais que ça dépend à qui tu parles. Ça dépend à qui tu parles parce que les bailleurs de fonds, OK, internationaux sont essentiellement des gens des pays du Nord, là, donc Canada, États-Unis. Puis un bailleur de fonds, ultimement, c'est pas une sorte de poisson, là, parce qu'il y en a, c'est certaines personnes qui m'ont déjà demandé ça vivait où un bailleur de fonds, mais bref, c'est des gens qui donnent de Le l'argent. beurre de fond de Marc Natrel se promène dans les mers du Québec. Le bailleur de fonds. Ouais, non, mais je sais bien. Mais bon, c'est quelqu'un qui donne de l'argent finalement dans un contexte de coopération internationale. Pourquoi on OK. a besoin de recevoir de l'argent dans un contexte de coopération internationale? C'est que généralement, les entreprises ou les projets qui sont entrepris dans un contexte de coopération, ben, c'est pas des projets qui sont rentables. Et ils sont construits de façon non rentable, de façon à ce que ce soit ultimement la population locale qui prenne le dessus sur la rentabilité des projets pour être capable d'eux autres faire vivre des projets issus directement de leur population qui répond à leurs problématiques. Fait qu'à OK. ce moment-là, on a besoin d'argent qui rentre. Puis là, cet argent-là qui rentre, généralement, elle vient avec des conditions. Puis c'est tout à fait logique, là, pensez-y là, quelque part, parce que si vous avez à prêter de l'argent à quelqu'un, allez-vous vraiment y prêter de l'argent sans condition en disant fais ce que tu veux, remets-moi les un moment donné quand ça te tentera, puis tu géreras cette affaire-là Les comme tu fameuses veux. dettes de pays que les pays ont, là. C'est pas tout à fait la même chose, les fameuses dettes de pays, OK. puis ça. Parce que dans le fond, la coopération internationale, tu financeras pas directement l'État, tu financeras pas directement un État, tu vas financer des projets ou des organisations de coopération internationale, puis tu vas les financer free, là. Tu vas leur donner de l'argent OK. en espérant sans espérer qu'ils te redonnent cet argent-là un jour, sauf que tu émets des conditions pour ça. Tu émets des conditions, exemple, moi, je vais te donner 200 000 demain matin, mais il y a une chose que je te permets pas de faire avec cet argent-là, c'est d'acheter des armes puis d'aller tirer sur le village voisin. Je te permets pas de faire ça. Comment ils Fait font pour gérer ça? ils vont développer des gros systèmes comme Affaires mondiales Canada où il y a des gens qui vont vérifier directement les projets sur le terrain. Mais la meilleure façon de fonctionner pour être capable de gérer ça à moindre coût, ça va être de trouver une organisation canadienne ou une organisation de coopération internationale connue comme Oxfam, comme Ah, Médecins sans ouais, frontières, Oxfam qui des choses s'occupe comme des ça. femmes, entre autres, justement dans les pays dits Ouais. sous-développés, là.
disons, Oxfam s'occupe beaucoup de sujets politiques, là. Oxfam, c'est une organisation qui est britannique à la base, puis leur objectif, c'est de faire valoir des droits politiques un petit peu partout dans le monde. Ça touche effectivement le sujet des femmes, mais ça ne touche pas que ça, là. C'est tout ce qui est politique, là. Entre autres, là, des revendications sur la démocratisation ou des choses comme ça. J'ai vu des projets d'Oxfam au Pérou, entre autres, travailler sur justement la transparence du gouvernement, là, qui était qui pas du tout un sujet lié avec les femmes, mais qui reste un sujet qui est avant tout politique, là. Oui, puis, si on fait une petite brèche à travers d'Oxfam, je sais que j'ai eu l'occasion de travailler avec, ben, pas nécessairement directement avec eux autres, mais avec des organismes qui travaillent avec eux autres justement pour, l'acquisition de produits du textile dits, équitables, où, justement il y a pas une maltraitance qui est faite au niveau des femmes dans les champs de coton et cetera. Puis c'était, la job qu'il y avait eux autres à faire pour s'assurer de la sécurité de ces femmes-là quand même et de ces enfants-là, parce qu'on parlait de femmes, on parlait d'enfants, on parlait, d'hommes aussi, mais principalement, on parlait de femmes puis d'enfants. C'était quand même assez, incroyable le travail qu'ils devaient faire là-bas, là. Ben, c'est ça, peu importe le contexte, c'est toujours un travail assez ardu, particulièrement quand tu tombes dans le niveau de changement de croyances ou changement de politique, là. Tu sais, nous autres, en fait, j'ai travaillé sur un projet au Pérou, mais j'ai étudié un projet au Pérou qui travaillait sur l'empowerment des femmes, justement, où ce qui cherchait à leur donner finalement des moyens financiers pour qu'ils puissent se défaire des liens conjugaux qui étaient toxiques pour eux dans certaines situations. Ils ont développé des fermes de cochons d'Inde, finalement. Je De m'excuse, je sais que du cuit, oui, exactement, du oui, le cuy, en fait. cuit. C'est quelque chose qui se mange beaucoup là-bas, là. Ouais. C'est un mec qui est culturel. Puis bref, ils ont développé des fermes de cochons d'Inde. Et les femmes qui ont commencé à faire un revenu, ben, ça a fait en sorte que leurs maris ont juste arrêté de travailler parce que les femmes ramenaient le revenu à la maison à partir de là. Fait que, tu sais, on n'est pas d'avance dans ces situations-là, puis c'est tout le temps un travail de longue haleine, là, où ce que tu vas justement aller t'investir dans les familles, puis tu vas aller réussir à éventuellement changer les mentalités. Puis pour ceux qui disent que ça fonctionne pas, ben, c'est pas vrai, là, parce que pour un autre projet que j'ai vu justement au Pérou, ça a été un projet qui s'est déroulé sur plusieurs dizaines d'années, par contre, où des stagiaires canadiens ont été restés finalement chez des familles des familles péruviennes dans des quartiers un peu plus défavorisés, si on veut. Puis, à ce moment-là, les gens qui sont allés pour faire des projets qui étaient, sans importance, entre gros guillemets, là, parce qu'on va dire, les stagiaires qui sont partis du Canada pour aller là-bas sont allés faire de la sensibilisation sur les droits des femmes, sont allés aider les femmes à développer leur culture de cochon d'Inde, quand en réalité, les gens étaient tout à fait capables de gérer ça sur le terrain. Sauf que le fait que les familles aient été en contact avec des stagiaires canadiens, des fois des hommes, des fois des femmes, où les hommes s'impliquaient dans la vie de la maison, ils allaient faire de la cuisine, ils allaient faire la vaisselle, ils allaient Montrer justement. l'exemple, là. C'est exactement ça, ça l'a montré un certain exemple, puis ça l'a amené un changement de mentalité. Puis moi, je suis allé l'année passée, non pas l'année passée parce qu'il y avait le COVID, l'autre année d'avant. J'étais allé dans une famille, justement où ce qu'on a été capable de faire une évaluation sur plusieurs dizaines d'années, l'évolution des mentalités. Ben, quand on est arrivé là, les premiers rapports qu'on avait de cette famille-là, c'était que la femme de la maison, ben, mangeait pas bien, était sous-alimentée, elle se faisait battre par son mari. Tous ses revenus revenaient à son mari, puis c'est son mari qui s'occupait du reste parce que son mari était alcoolique, puis qui finalement dépensait toutes ses payes dans l'alcool, puis des choses comme ça. Hi! Puis quand on est retourné il y a 2 ans, ben, la femme avait mis son mari dehors, elle avait divorcé, elle avait trouvé une maison pour ses filles qui restaient au-dessus de chez elle maintenant. Elle était très bien alimentée, était même un petit peu en surpoids, à vrai dire. Elle cuisinait, puis elle vivait de manière très correcte. Puis c'était même rendu un pilier dans sa communauté en termes de refuge pour les femmes qui avaient des problématiques avec leur mari. C'est ça, j'allais Fait te demander, est-ce qu'elle était supportée par le reste de sa communauté? Parce que ça doit, étant donné qu'elle était plus seule, elle était capable de s'en sortir, ça prend un certain support des autres personnes dans la ben, communauté, hein. c'est ça qui est arrivé au début, en fait, c'est que ça a été très difficile parce que du support, quand tu arrives dans une communauté qui est de base misogyne culturellement, Patriarcale ben, aussi, là. patriarcale, ben, il faut que tu amènes cette mentalité-là avec un support extérieur qui a été fait par des stagiaires à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est pas fait uniquement en termes d'empowerment des femmes, ça a aussi modifié le comportement des hommes là-dedans. Puis les hommes sont aussi impliqués maintenant dans le développement des droits des femmes au Pérou, ben, du moins dans la communauté dans laquelle j'ai été, parce qu'il faut relativiser, là, c'est pas Pas le tout Pérou le au Pérou, complet sur non. lequel j'ai travaillé, là.
c'est dans une communauté qui est à Coiqué, finalement, qui est un banlieue de Lima, là. Mettre banlieue avec des gros guillemets encore, là. Puis, c'est ça. Finalement, les hommes se sont mis à changer leur comportement. Oui, il y en a qui ont été juste mis dehors puis exclus de la communauté parce qu'ils n'ont pas modifié leur comportement, mais là-dedans, il y en a aussi qui ont commencé à s'impliquer dans les tâches de la maison, qui ont commencé à travailler avec les femmes, qui ont commencé à améliorer leur niveau de vie, puis à améliorer les conditions de vie générales de la population à travers ça, en développant des entreprises, en développant des services, des choses comme ça. Moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est le rapport homme-femme, à quel point, à partir du moment où un arrête d'être supérieur à l'autre, qu'on parle de coopération, que là, on voit que ça se développe, puis que ça améliore les conditions, non seulement de la famille, mais à la limite, ça peut être d'un village, d'une ville, d'un pays, tu sais, puis si tout le monde travaille en coopération, alors que euh, quand on parle plus de justement là, de pouvoir, donc l'homme supérieur à la femme, ou même ça peut aller vice-versa, parce qu'il y a des pays que c'est les femmes, c'est rare, là, mais ça existe. Il y a des endroits, c'est pas là nécessairement le pays, mais certains endroits que c'est les femmes qui dominent sur les hommes, il n'y a pas plus de développement, alors que quand les deux sont égalitaires, je dirais plus peut-être équitable qu'égalitaire, parce qu'il faut faire la différence entre les deux, mais j'ai l'impression que c'est plus facile de développer cette zone-là dans ce temps-là. Je me trompe peut-être? Ben, en fait, non, pas du tout. Puis d'ailleurs, si tu mets le doigt dessus, c'est un petit peu le point que je voulais amener au début quand je disais que j'aimais pas le terme pauvreté, puis que j'aimais pas qu'il fallait se défaire de la relation de pays supérieurs à pays inférieurs au début. Ben, c'est la même chose. C'est quand tu veux amener un développement ou tu veux amener, dans le fond, une certaine autonomie dans une communauté, ben, il faut que tu commences par considérer ces gens-là comme des gens, comme tes égaux, comme des gens qui sont capables, eux aussi, d'avoir un impact sur leur communauté. Et moi, je trouve ça fascinant. Puis ça, c'est des sujets, tu sais, tu peux en parler, tu peux en parler. Spoffy, elle nous dit, j'ai une amie qui a marié un Péruvien qu'Alex a rencontré au Pérou dans son voyage. Ouais, j'ai ben, en fait, il était déjà marié avant que je le rencontre. C'est juste que j'ai rencontré cette personne-là au Pérou. Puis par après, j'ai appris qu'elle était mariée à une amie de Spoffy. Pérou, qui est le pays que moi et ma soeur, on est censé aller visiter ensemble. On s'est promis ça depuis qu'on est petite. On doit aller au Pérou. Moi, pour des questions archéologiques, je suis comme une grande fan de comment ça fonctionnait à l'époque, à ces époques-là, pourquoi ça a été fait comme ça. Ça fait une couple de pays, justement, que je vais visiter ces affaires-là. Puis elle, ben, c'est juste pour le pays, l'ambiance, la culture, en tout cas. Bon, ça va être un beau voyage quand on va pouvoir le faire puis y aller. On a bien l'impression, on fait pas de tourisme, nous, tu sais, du vrai touriste, là, comme les gens font, là, tu sais, qui prennent un tout inclus. Nous autres, on va y aller backpack, puis aller visiter des familles, rencontrer tout ça, tu sais, puis voir, s'imprégner un peu de ce qui se passe là-bas, puis voir les différences entre je paye pour un service et je développe le service. Mais le tourisme international, c'est justement un sujet qui a été apporté par Anne, justement, l'ancienne députée du NPD, qui m'a demandé par rapport au tourisme international. Elle me disait, c'est quoi au niveau des relations entre les pays depuis la pandémie? Comment ils envisagent la reprise du tourisme à l'international pour le bien-être des différents pays, justement? Ben, écoute, moi, je suis pas un spécialiste du tourisme là non plus, sauf que je peux t'en parler quand même un petit peu là. D'un, les voyages pack-sac, moi, c'est sûr que j'aime bien mieux ça qu'un resort ou un voyage tout inclus, mais le voyage tout inclus a quelque chose de particulier que j'aime bien généralement. Ça s'appelle que ça évite surtout la poverty porn qu'il faut s'éviter de faire si tu fais du voyage backpack. Tu vas OK. pas voir des communautés pour le kick de voir, hey, comment qu'ils vivent dans la pauvreté, eux autres, c'est bien plate, ça, puis te ramener avec toi, puis encourager ton sentiment de supériorité, de dire, hey, moi, je suis blanc, je vis au Canada, je sais que je vis mieux qu'eux autres, fait que je vais leur donner un peu d'argent à eux, juste parce que je sais qu'ils sont plus dans marde que Ah, nous, et puis comme à Cuba, ils te têtent, là. Tu sais, t'arrives à quelque part, ils le voient tout de suite. T'as pas. Il y a une différence, puis tout de suite, là, c'est ils te donnent des cadeaux, ils attendent de l'argent en retour, puis là, t'es comme, mais là, ouais. Ouais, Il y ben a c'est ce ça, faut malaise-là qui essayer. s'installe, là. C'est ça, faut surtout éviter ça. Puis pour la reprise touristique, si on en vient à ce sujet-là ou à cette question-là, ben, il y a pas de plan international, en fait, de développer sur le tourisme. Ça prendrait une certaine coordination, si on veut, entre les États pour développer un plan sur le tourisme international. Et ça ne fait pas partie du domaine des relations internationales actuellement. Ce que je sais en termes de relations internationales, c'est qu'actuellement, les pays du G8 développent un passeport vaccinal, finalement, OK.
qui est juste une preuve de vaccination pour pouvoir accéder, dans le fond, aux autres pays du G8, finalement. Si tu veux partir du Canada pour aller aux États-Unis, ben, il va falloir que tu montres ta preuve de vaccin. Ça, ce passeport vaccinal-là existe depuis déjà des dizaines d'années partout dans le monde. Puis le pire là-dedans, c'est que la plupart des pays qui exigent d'avoir des preuves de vaccination pour rentrer dans le pays, c'est même pas les pays du Nord, c'est généralement des pays du Sud qui ont déjà des problématiques avec les systèmes de santé, qui ont des maladies qui sont particulières sur leur territoire, puis qui veulent surtout pas que des touristes pointent chez eux pour engorger le système de santé plus qu'il ne l'est déjà. Fait qu'à ce moment-là, ils vont exiger d'avoir certains vaccins contre la fièvre jaune, contre la fièvre typhoïde, contre l'encéphalite japonaise, des choses comme ça. Puis ils vont te demander de présenter ces preuves de vaccination-là au poste de douane quand tu rentres dans le pays. Je veux dire, j'en ai une pile là, de preuves de preuves de vaccination, moi, pour les pays dans lesquels j'ai voyagé. C'est con, j'aurais pu les sortir aujourd'hui, mais je les ai toutes gardées, puis sont dans mon tiroir de table de lit, Mais c'est avec mon que c'est passeport. ça, t'as pas le choix. Moi, je trouvais ça intéressant quand j'entendais des gens, ils disaient, moi, j'ai envie de voyager, il faut que je vais me faire vacciner parce que j'ai envie de voyager. Je suis comme, déjà que tu as envie de le faire pour toi personnellement, je veux pas dire de façon égoïste, mais pour toi personnellement, c'est bien, mais en le faisant, tu le fais aussi pour les autres sans t'en rendre compte. Parce que dans les pays dans lesquels tu veux te rendre, ben, tu les aides si jamais si t'es protégé. Alors que si tu t'en vas dans un Mais pays et t'es pas protégé, ben, tu vas juste comme, et la sans patente. nécessairement les aider, tu sais, au moins tu leur nuis pas, tu sais. Non, c'est ça. Puis m'a dire, comme je dis souvent à mes enfants, ne pas nuire, c'est une forme d'aide. Hein? C'est Euh, effectivement, c'est le cas. puis non, Mais c'est quelque chose que je me questionnais. Puis par rapport justement à par rapport à tout ça, là, attends un peu. On me posait une question que je trouvais quand même super pertinente. Et là, je vais la lire parce que la question, elle est quand même longue. Puis je sais que ça a le rapport avec ce qu'on lit là. L'Amérique du Nord, qui compte seulement 6% de la population mondiale, utilise 40 à 50% des ressources naturelles mondiales. Nous faisons partie du groupe des pays riches qui portent la plus grande responsabilité des problèmes de pollution atmosphérique, d'épuisement des ressources et de destruction des espèces animales et végétales. En considérant ces chiffres, comment une personnalité politique peut faire pour ne pas passer pour un trou de cul ou pour un pur égoïste auprès des autres pays moins fortunés lorsque vient le temps de négocier? Est-ce que c'est un sujet que tu peux aborder? oui, c'est un sujet qu'on peut aborder, à vrai dire. C'est c'est dur de dire qu'on passera pas pour des trous de cul. On est toujours un peu le trou de cul, surtout quand on tombe dans les discussions autour de l'environnement. La problématique qu'il y a avec en fait, l'affaire C'est c'est compliqué, dur hein? c'est dur pour moi de déterminer le point de départ de ça, parce que le point de départ de ça, il est quand même loin, OK? Mhm. Je sais pas si vous connaissez les relations internationales, mais bref, en relations internationales, on a un principe de base qui est la bonne foi. Tous les gens finalement, dans le fond, qui travaillent en relations internationales ou qui décident de coopérer dans un contexte de relations internationales, on doit présumer de leur bonne foi avant tout. Il y a personne qui est là pour fourrer personne. Puis la situation dans laquelle on se retrouve, c'est attendez, donnez-moi une seconde, je fais une petite recherche Google là, Ben, vas-y. Mais tu sais, on vit bien parce qu'on est né ici. Les immigrants de première génération, j'ai l'impression qu'ils sont autant pauvres rendus ici, mais ça peut être mieux pour leurs enfants. Oui, Charo, effectivement, les enfants qui sont nés ici ont accès à des services de santé gratuits, ont accès à des services d'éducation. Fait que ça peut juste les aider. Puis de penser que justement, on ne devrait pas leur offrir ces services-là, ça serait de leur nuire. Ils méritent autant que n'importe quel citoyen canadien d'avoir accès aux mêmes ressources, même s'ils sont issus de l'immigration, parce que justement, notre but, c'est de les rendre meilleurs, c'est de faire, pas de les rendre meilleurs nécessairement, mais de faire en sorte que leur niveau de vie soit meilleur, si je peux réutiliser mes mots, puis de faire en sorte justement que ces enfants-là, plus tard, ben, deviennent une ressource bénéfique pour eux, pour leur avenir aussi. sans compter que si tu pars d'un pays comme Haïti, où ce que tu as une espérance de vie d'une cinquantaine d'années, où ce qu'il y a plus d'un enfant sur 10 qui meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. C'est en arrivant ici, de base, ils vont avoir une couverture sociale qui va leur permettre d'avoir un niveau de vie un petit peu, ben, tu sais, un niveau de vie, je veux dire, d'avoir des services qui sont un petit peu meilleurs que ce qu'il y aurait eu de base dans leur pays, tu sais. Je veux dire, un Haïtien millionnaire vit clairement mieux en Haïti qu'au Québec, mais Ah oui. un Haïtien qui est,
qui est dans la classe moyenne haïtienne va généralement avoir une couverture sociale beaucoup plus soutenable au Québec qu'en Haïti, tout simplement parce qu'on a des programmes sociaux, parce qu'il y a des hôpitaux partout, parce qu'il y a des routes, parce qu'il y a des choses, il y a des services qu'on a décidé de se donner en tant que population, que les immigrants de première génération profitent quand même. Puis de toute façon, en tout cas, si on pousse la question plus loin, là, idéologiquement parlant, les immigrants de troisième, quatrième génération ne parlent même plus la langue d'origine de leurs parents. Ce qui fait en sorte que ça change aussi les valeurs. Pourquoi? Parce que, exemple, il y en a beaucoup qui chialent sur les musulmans, là, que les musulmans arrivent ici voilés, puis ils restent voilés ici tout le temps. Ben, les enfants de ces couples-là vont aller à l'école au Québec, vont côtoyer des gens qui, eux autres, ont une relation égalitaire, ils vont se faire présenter qu'est-ce que c'est l'égalité homme-femme. Puis peut-être qu'il est trop tard pour le couple qui vient d'immigrer pour pouvoir modifier leurs valeurs à eux puis ramener une égalité homme-femme dans ce couple-là. Mais les enfants de ce couple-là, eux autres, vont avoir une relation beaucoup plus égalitaire. Puis les enfants des enfants de ce couple-là vont avoir une relation encore plus égalitaire entre leur mari puis puis eux-mêmes, finalement, que ce que leurs parents ont vécu ou ce qu'ils auraient vécu s'ils étaient restés dans un pays comme la Syrie ou l'Afghanistan. Tu sais. Mais bref, j'ai retrouvé mon mot. Premièrement, en relation internationale, comme je vous disais, il faut présumer de la bonne foi de tout le monde. Puis, il y a un autre principe qui est très, très important qui s'appelle le rasoir de Hanlon. Ceux qui ont déjà entendu parler du rasoir de Kahn, qui est toujours priorisé la théorie la plus simple parce que c'est probablement la meilleure. Mais le rasoir de Hanlon, c'est un petit peu la même affaire, mais au niveau de la malveillance. C'est ne jamais attribuer à la malveillance que la stupidité peut expliquer. La raison pour laquelle les pays du Nord ont une aussi grande importance dans les changements climatiques, puis ont eu une aussi grande importance à travers l'histoire dans la consommation des ressources non durables, c'est pas par malveillance, c'est littéralement par stupidité. Oh, ben On a ça, hein? développé. Pardon, j'ai pas compris. Je dis, oh, ben ça, on peut en parler longtemps, hein? Oui, ouais, Oui. c'est ça. Mais bref, on n'a pas fait de manière, On n'est pas de méchant, on est manière. juste cave. Ça fait C'est longtemps que je le exactement ça. dis. C'est exactement ça. Sauf que là, en fait, au moment où on en est, c'est qu'avec notre stupidité, on a développé cette dépendance-là Ouais. énergétique à ces énergies fossiles-là. Puis si on décidait du jour au lendemain de toutes les arrêter, on se retrouverait avec des problématiques assez graves, en fait, dans plusieurs situations. Fait qu'à ce moment-là, nous, on ne peut pas arrêter d'en consommer. Puis les pays qui en consomment moins en ce moment, parce qu'ils ont tout simplement pas développé ces services-là, parce qu'ils n'avaient pas les moyens au moment où il y avait une course aux énergies fossiles. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de les encourager à développer des énergies qui sont déjà renouvelables sans qu'il y ait à passer par la case énergie fossile. Puis nous, on essaie de changer notre mode de consommation pour passer des énergies non renouvelables à des énergies un petit peu plus renouvelables. Puis comment qu'on fait pour ne pas passer comme des gros cons ou des méchants dans une négociation comme celle-là? Mais c'est pas compliqué, c'est que la problématique des changements climatiques, elle est là. Et elle est là pour tout le monde. Quand je vous dis que les changements climatiques, ben, tout le monde en parle un petit peu dans les objets de coopération internationale. Ce n'est pas que, en termes de bailleurs de fonds, ce n'est pas que les bailleurs de fonds qui vont imposer, dans le fond, les conditions d'avoir des conditions d'avoir une présomption il faut travailler sur les changements climatiques dans les projets de coopération internationale. Les changements climatiques, ça impacte essentiellement les pays du Sud actuellement. Puis ça, j'en ai un exemple qui est super concret aussi, parce qu'il y a un projet avec lequel j'ai travaillé en Haïti, qui développe des coopératives caféières. Puis Haïti, c'est pas un bon terrain pour planter du café. Les montagnes sont pas assez hautes, puis il fait beaucoup trop chaud. Puis il faisait trop chaud il y a 10 ans, puis les montagnes n'étaient pas assez hautes il y a 10 ans. Fait que là, on est Puis juste en train de maintenant, avec. scraper la terre, comme tout le terreau, un peu comme ils ont fait avec le sucre en Jamaïque, là. Ben, c'est exact. C'est non seulement il y a ça, mais c'est que sur 10 ans, les coopératives caféières avec lesquelles moi je travaille ont enregistré une baisse de la production du café de 90. Ich. 90 de leurs revenus qui venaient du café avant ne revient plus aux fermiers, finalement, aux fermiers haïtiens, tout simplement parce que la température moyenne a augmenté, il y a de plus en plus de sécheresse, puis il y a de plus en plus d'inondations dans les saisons de pluie. Fait qu'eux autres, les plantations de café, ben, ils produisent moins parce que les plants de café ont un climat qui est de moins en moins adapté à leur production. Ils étaient borderline il y a 10 ans, puis là, ben, ils ont juste traversé la ligne puis ils produisent plus. Fait eux autres aussi, les changements climatiques, ça les impacte, puis ils en ont conscience. Puis ils savent que les pays du Nord ont une certaine responsabilité là-dedans. Sauf que disons que la négociation de réclamer des dédommagements aux pays du Nord, ça n'a pas été une grosse réussite dans l'histoire
des pays du Sud, mettons. Fait que ce qui arrive dans ces négociations-là, maintenant, si on tombe en termes de négociations pour les changements climatiques, c'est que tout le monde a le même problème. Puis ce qu'il faut faire, c'est trouver une solution à ça. Fait que comment qu'on fait pour pas passer pour des trous de cul? C'est que c'est pas compliqué, tout le monde est dans le même bateau. On essaie de trouver une solution pour régler le problème, puis de trouver un compromis entre qu'est-ce qui va impacter le plus notre mode de vie, puis quels sacrifices on est prêt à faire pour favoriser le développement de consommation d'énergie qui sont durables. Dans le cas d'un pays comme Haïti, c'est pas super difficile de s'en aller sur des énergies durables parce que Il y en avait des pas. ressources naturelles, ils en ont pas tant que ça. Puis ils n'ont jamais développé d'entrée d'industrie qui est associée aux ressources fossiles, là. Part de C'est zéro, fait que fait eux autres c'est exactement ça, développer une centrale électrique nucléaire ou développer une centrale électrique qui est basée sur des énergies qui sont plus renouvelables comme les panneaux solaires, des choses comme ça. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils n'ont pas à démonter ou à faire perdre les jobs aux gens qui sont dans des centrales électriques qui fonctionnent au charbon. Ils n'en ont pas de centrale électrique. Tant qu'à en construire une, tu n'en construis pas une au charbon. c'est Quand tu ça, tombes sur un tu pays. fais pas exprès tu fais pas exprès de répéter les erreurs quand tu vois ce que ça peut créer comme dépendance, tu sais. Après ça, on parle de protectionnisme parce que là, ils veulent les pays qui font du protectionnisme veulent se protéger parce qu'ils veulent pas perdre. Tu sais, on l'a vu avec Donald Trump qui disait, ben là, on va rouvrir les centrales au charbon, on va ramener l'argent au pays. Mais ça, c'est tout en lien avec la dépendance ou la peur du changement. C'est quand même très conservateur comme façon de fonctionner, on se le cachera pas. Mais tu sais, c'est quand même ça que ça l'amène, tu sais, quand tu parles de dépendance, là, c'est qu'aujourd'hui, puis moi personnellement, tu sais, je fais une petite aparté, là, parce que c'est quand même ma job à moi, au niveau environnement, d'essayer de faire changer les comportements des gens. Et souvent, quand on a des discussions, que ce soit au niveau municipal ou encore au niveau provincial, ou même quand je rencontre un individu, de lui dire, OK, demain matin, tu n'as pas besoin de consommer tel produit, tu peux arrêter. Je vais te donner un exemple bien niaiseux, tu sais. Par quoi je peux remplacer la liqueur? Ben, je ne consomme plus de liqueur. Ah, là, je peux pas plus consommer de liqueur. Mais pourtant, c'est consigné, les canettes. Oui, mais si tu veux vraiment faire le vrai move pour ta santé, pour l'environnement, ben, il faut que tu arrêtes. Ben, ils veulent la bonne réponse pour continuer de faire ce qu'ils font en générant moins de déchets. Parce que moi, ma spécialité, c'est les déchets. Mais la vraie réponse pour de façon durable, c'est d'arrêter. Mais c'est très difficile de dire à quelqu'un d'arrête tout. J'ose imaginer que pour un pays qui a pas juste un individu réticent, mais des millions d'individus réticents, à quel point c'est complexe, là. La dépendance aux énergies fossiles, elle est plus sournoise que ça encore, parce qu'il y a personne qui consciemment, ou ben, à part une minorité, là, on va se le dire, comme il existe des gens qui croient pas au COVID, là. Je veux dire, Ouais. il y a pas personne qui va ouvertement dire: «Hey, c'est bon des centrales au charbon, on devrait consommer plus de charbon, puis on devrait réouvrir des mines de charbon, puis construire plus de centrales au charbon». Personne va dire ça. Même les employés des mines de charbon ne diront pas ça. Ah non, Le problème, c'est c'est quand ça respect fait pas. le problème, c'est quand ça fait 100 ans que tu as une industrie du charbon, que dans le fond, là-dedans, tu as des mines de charbon, tu as des milliers de personnes qui travaillent dans les mines de charbon, C'est tu as des milliers économique, de là. personnes qui travaillent dans les usines qui transforment le charbon pour l'amener dans les usines, tu as des milliers de personnes qui travaillent dans le transport de tout ça, tu as des milliers de personnes qui travaillent dans les usines électriques de charbon. Si tu fermes cette industrie-là, ben à ce moment-là, c'est tous ces gens-là qui perdent leur job, Ils sont fâchés. qui qui sont fâchés après leur gouvernement, qui ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins à eux, aux besoins de leur famille. Dans un contexte comme les États-Unis, qui est un pays qui, en plus de ça, a énormément de ressources fossiles sur leur territoire. Mais à ce moment-là, tu te dis, ben non seulement il faut commencer à importer des ressources ailleurs, donc payer plus cher pour ne plus utiliser ce qu'on a ici, puis faire perdre des jobs à notre population. C'est là que Donald Trump, quand il disait arrêter d'utiliser le charbon, c'est d'affaiblir notre économie au profit des économies étrangères. Ça se tient parce que c'est littéralement ça aussi. Ouais. Sauf que ça a un coût environnemental qui est pas le même. Puis là, la décision politique à prendre là-dedans, c'est le leader, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il sacrifie des emplois au profit de l'environnement ou il sacrifie l'environnement au profit des emplois sur son territoire? Donc de l'économie. Ouais. C'est une décision qui est difficile à prendre, là. Je veux dire, il y a aucun politicien qui va prendre une décision facile comme ça. Surtout aux États-Unis, dans un contexte où il y a pas vraiment de filet social. Ben, tu te dis les gens qui vont perdre leur emploi, c'est littéralement des gens qui vont en mourir, des gens qui vont se suicider, des choses comme ça, puis c'est du sang que tu as sur les mains après. Fait que les décisions sont toujours difficiles à prendre.
Puis par rapport à ça, justement, on en a un excellent choix, justement, qui a été déchirant parce qu'on parle de compromis. Euh, Juste ici au Canada, nous, on a été sur le dossier. Ben, moi, j'ai pas été directement là-dessus, mais Anne, elle a été sur ce dossier-là, entre autres. On en a entendu parler. Avec Équiterre, on a milité contre ce projet-là. Puis tu avais moi qui était de côté, puis qui se disait oui, mais si ça passe pas, qu'est-ce qui va passer? Est-ce que ça va être pire? On parle des fameux conflits, au fond, des positions dans les relations internationales pour éviter les conflits afin de conserver des acquis. Exemple, tu peux me donner l'exemple de l'oléoduc, le fameux oléoduc transcanadien qui a fait couler tant d'encre, sans en faire un mauvais jeu de mots, euh, qui finalement a passé, mais qui n'était pas accepté non seulement par les Premières Nations, qui n'était pas accepté non plus par la plupart du peuple, pourtant ça a passé. Qu'est-ce qu'il y avait à perdre? Qu'est-ce qu'il y avait à gagner là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que, dans les négociations, qu'on est capable d'analyser? Ben ça, si on sort du domaine des relations internationales, Ah ça aurait ouais? pu être un OK. sujet de relations internationales, en fait, cet oléoduc-là, mais ça l'a arrêté d'en être un à partir du moment où les États-Unis ont dit: «Non, vous passez pas de pipeline par chez nous». OK. Fait que la raison pour laquelle les États-Unis ont dit non à ce moment-là, c'est tout simplement parce qu'eux autres voulaient favoriser leur industrie pétrolière. Puis, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité un petit peu il y a quelques années, mais la Russie a envahi la Crimée, qui est une partie de la voyons, d'Ukraine, en fait. Je Oui, m'excuse, j'ai oui, des blancs oui, sur je me mon nom rappelle de aujourd'hui. cette histoire-là qu'il y avait, on a passé proche d'une guerre entre 2 pays, puis les autres pays étaient sur le bord, là, de chicaner contre la Russie, là. Ouais, ça a été un peu ça. Puis bref, il y a énormément de mesures de sanctions économiques européennes qui sont arrivées contre la Russie à ce moment-là. Puis, la principale sanction qui est arrivée contre la Russie, c'est que la Russie, c'est le principal producteur de pétrole européen. Puis non seulement le principal, mais c'est un des plus principaux producteurs de pétrole dans le monde. Puis c'est lui qui fournit à peu près tout le pétrole pour toute l'Union européenne. Attends, là, tu Fait es en que train de me dire, on voit toujours, puis je vais dire un méchant mot, là, on voit toujours Afghanistan, Syrie, on voit toujours c'est Irak, hein, on les voit, là. C'est apparemment que c'est eux autres les méchants, là, parce que c'est eux autres qui font le pétrole, là, Dubaï, etc. Là, là tu me dis, c'est la Russie. ben, C'est la quoi Russie, cette c'est le producteur. désinformation-là? C'est pas de la désinformation, en fait. C'est que le pétrole américain vient énormément, en fait, du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de négociations autour du pétrole, puis il y a beaucoup de guerres qui se sont développées dans les années 90 puis début 2000 autour du pétrole du Moyen-Orient. Mais en termes, là, on parlait de l'oléoduc canadien. Je veux dire, c'est un petit peu hors sujet. Si vous voulez qu'on parle des conflits au Moyen-Orient autour du pétrole, on en parlera un petit peu plus tard. Oui, Mais oui, si pas on de en problème. revient à ça, c'est que essentiellement la principale compagnie gazière au monde, ça s'appelle Gazprom, puis c'est une compagnie qui appartient à l'État, puis à l'État russe. C'est les Russes qui fournissent ce pétrole-là aux Européens, puis les Européens, finalement, eux autres qui ont décidé de faire comme ce qu'ils voulaient faire finalement comme mesure de sanction à la Russie, ben, c'est d'arrêter d'acheter le gaz, parce que c'est leur principale industrie à eux autres. Fait en voulant arrêter d'acheter le gaz, ben, il fallait qu'ils achètent du gaz ailleurs. Puis ben, le Canada s'est dit, nous autres, on a du gaz. Puis on a plein de gens qui ont du gaz au milieu du Canada, puis il faudrait qu'ils soient capables de le sortir, puis ils pourraient vous le vendre. Anyway, ce gaz-là, il est produit. Puis nous, on réduit de plus en plus notre consommation de gaz. Les Américains en veulent pas parce qu'ils sont rendus autonomes en pétrole. Nous autres, on serait capable de vous le vendre. Fait que les Américains, eux autres se sont dit, ben nous autres, si on veut vendre notre gaz, surtout que nous autres, on a développé notre nouvelle industrie des gaz de schiste, puis on serait capable de vendre notre gaz à l'Union Semblerait-il très européenne. polluant, très polluant d'ailleurs, ces fameux gaz de schiste-là, dû à la complexité de la transformation. C'est effectivement excessivement polluant, les gaz de schiste, mais n'empêche qu'ils étaient capables Mais de on en produire a. ça. C'est ça, on en a nous autres aussi, puis nous autres aussi, on l'exploite. Fait que dans une certaine mesure, faut faire attention à comment on traite le gaz de schiste. Mais bref, le point du pipeline, c'était que l'essentiel du pétrole canadien se situe en plein milieu du Canada, en Alberta, en Alberta, puis l'Alberta n'a aucun accès ni à la mer, ni à rien pour être capable de faire sortir le pétrole de l'Alberta. Fait qu'eux autres, ce qu'ils font actuellement, ben, c'est qu'ils font sortir leur pétrole par camion puis par train, qui est plus dommageable en termes de vies humaines, mais moins dommageable en termes d'environnement qu'un oléoduc, si on veut. Mhm. Puis ce que le gouvernement canadien leur a dit, parce que le gouvernement conservateur avait fait énormément de pression pour développer un pipeline qui passerait à travers les États-Unis ou après ça qui irait vers un port international, soit à Vancouver, soit au Nouveau-Brunswick. Mais
Bref, aux États-Unis, ils étaient pas d'accord avec le fait de passer ce pipeline-là parce qu'ils voulaient vendre leur propre OK, pétrole à eux fait que en c'est, Europe. c'était un genre de protectionnisme. Ouais, pour les États-Unis, c'est un genre de protectionnisme. Ceci étant dit, je veux dire, c'est chez eux, ils ont le droit de décider ce Oui, qu'ils oui, veulent, là. Je veux absolument. dire, moi, si chez nous, je vends des raisins puis tu décides de vendre des raisins, je te donnerai pas l'occasion de venir mettre tes raisins dans mon stand à moi, là. Je veux vendre les miens Non, non, avant de c'est vendre les mon tiens, là. stand, tu quittes tes raisins de ton bord. C'est ça. Fait que, ultimement, le Canada, le gouvernement libéral, quand il est arrivé, ben, il a voulu faire une décision politique parce qu'il y avait pas beaucoup d'appui dans l'Ouest canadien. Puis quand on dit l'Ouest canadien, c'est essentiellement l'Alberta, Saskatchewan, puis le Colombie-Britannique. Manitoba, là. Mais c'est Colombie-Britannique, c'est déjà là, tu vas avoir un peu plus d'appui politique libéraux en Colombie-Britannique que tu en as en Alberta, OK. qui est généralement complètement bleu conservateur. Qu'eux autres ils se sont dit, ben regarde, nous, on va être quand même de bonne foi, on fera pas notre gouvernement conservateur, puis on va quand même donner des services aux gens qui ont pas voté pour nous. Puis on dit, on va vous appuyer dans votre développement d'initiatives de pipeline, puis on va développer le pipeline pour qu'il traverse le Canada, puis que vous soyez capable de vendre votre pétrole en Europe. Parce que l'Alberta paie moins d'impôts que En fait, les Albertains paient moins d'impôts que les Canadiens, tout simplement parce que leurs entreprises fournissent beaucoup d'argent dans les services publics albertains. Puis la principale industrie albertaine, ben, c'est le pétrole. Fait que s'ils ne vendent pas de pétrole, eux autres, ça fait baisser leur qualité de vie, ça fait baisser leur qualité de service public. Puis eux autres veulent absolument vendre du pétrole pour continuer à financer ces services publics-là. C'est un peu Ça va- ce que tu expliquais tantôt, là, quand tu disais, là, tu sais, on se ramasse avec du sang sur les mains parce que là, on arrête de faire telle affaire, après ça, ça enlève des jobs, ça enlève de l'argent, ça peut amener des problèmes sociaux. Finalement, quand le gouvernement prend des décisions comme ça, même si à première vue, ça peut paraître comme des décisions stupides, ben, c'est toutes des décisions qui ont été réfléchies en fonction d'un balancier qui est des fois très difficile à égaler, là. Ouais, exactement. Puis là, bref, quand les provinces ont commencé à chialer sur le pipeline qu'on a décidé de faire, que les Premières Nations se sont opposées à ça, que toutes les provinces par lesquelles le pipeline devait passer se sont opposées à ça, ben ça a été comme particulièrement difficile pour le projet de se développer. Mais le gouvernement fédéral a une compétence qui est assez particulière, qui a été déterminée dans la Constitution canadienne, qui est le pouvoir de dépenser. Le gouvernement fédéral peut déterminer, parfait, moi je paye pour ça, puis too bad, les autres, vous n'avez qu'à accepter, c'est moi qui décide. Parce que la relation entre le gouvernement québécois et le gouvernement canadien n'est pas une relation de supériorité, là. Le gouvernement canadien n'est pas supérieur au gouvernement québécois. C'est une relation de collaboration qui travaille sur des sujets différents. C'est comme si je disais, moi, chez nous, je m'occupe de la cuisine, puis ma blonde s'occupe du lavage. J'irai pas lui dire comment faire son lavage parce que c'est à elle de s'occuper du lavage, puis elle ne viendra pas me dire comment cuisiner parce que c'est moi qui s'occupe de la cuisine. Fait qu'à ce moment-là, c'est une séparation des tâches comme ça pour qu'on ait une maison qui soit propre et qui fonctionne bien ensemble. Le gouvernement canadien puis le gouvernement québécois, c'est la même chose. Sauf que le gouvernement canadien, dans la division des tâches, s'est dit, ben moi, si je vais acheter de quoi, j'ai le droit de le dépenser, puis de l'acheter, puis de le déposer où je veux dans mon territoire, qui est la maison canadienne, finalement. Fait que c'est un peu ça qu'il s'est dit qu'il allait faire pour le pipeline. Puis c'est là qu'il y a eu énormément de levées de boucliers, puis énormément de protestations. Puis le gouvernement libéral s'est quand même dit, je vais aller de l'avant là-dedans. Sauf que ce qui a cloué le dernier clou dans le cercueil du projet, c'est qu'aux élections suivantes, l'Alberta a littéralement enlevé des sièges au gouvernement libéral sur le peu de sièges qu'il y avait déjà en Alberta. Oups! Puis le gouvernement libéral qui s'est dit, ben garde, je leur achète un pipeline, je le paye, puis je les aide, puis ils me chient pareil des mains. Ben pourquoi je continuerai avec ce projet-là? Je vais continuer d'aider le monde qui, eux autres, veulent travailler sur l'environnement, puis je vais les aider. Finalement, le feu est pris dans la maison, mais bannissons les pailles, comme je dis souvent. C'est ça. C'est comme ça, c'est un autre sujet, on n'ira pas là-dedans, mais ça, c'est un sujet qui me fait particulièrement rire par rapport justement au retrait des plastiques. Quand ils parlent de réduction de l'usage du pétrole, puis qu'ils ont fait une campagne politique sur le bannissement des pailles, je me roulais à terre. J'étais plus capable. J'étais comme waouh, la maison brûle, mais bannissons les pailles. I'm fine. OK, non, tout ça parce Mais que pour ah, rebondir là-dessus, c'est que c'est pas, ça a l'air con, les pailles. En fait, c'est vrai que c'est dérisoire. C'est vrai que c'est vraiment insuffisant. c'est Sauf c'est que, c'est visuel. Je sais que c'est ancré, c'est un peu comme ton cochon d'Inde avec le Pérou, là, tu sais. ouais. Puis il y a une autre chose là-dedans, c'est que quand je vous ai dit que les relations internationales, puis ce que je vais vous apporter, ça va vous apporter ce que je vais vous expliquer, ce que je vous explique depuis le début de la journée, puis ce que je vais continuer à vous expliquer, ça va vous apporter un biais, qui est le biais de l'État a beaucoup de pouvoir à l'international. Ultimement, l'État, c'est vous.
c'est vous qui êtes l'État, c'est vous qui prenez les décisions pour le gouvernement, puis c'est votre vision à vous en tant qu'individu qui va influencer les décisions prises par un gouvernement ou par un autre. Si demain matin, je sais pas moi, les blobfish devenaient la priorité numéro un internationale parce qu'on découvre que Ouais. ce Acheter, poisson-là sont acheter, c'est capables. voter. On le dit souvent par rapport à la gestion des déchets. On dit aux gens, si vous continuez d'acheter tel produit, les compagnies vont continuer de les faire parce que vous leur dites que vous êtes conscient, que vous C'est voulez ça. exactement ça. Puis ça a l'air de rien, mais le fait qu'individuellement, on a décidé d'arrêter d'utiliser des pailles, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a plus de pailles de carton, même si c'est moins efficace qu'avant, c'est environnementalement un peu meilleur que les vieilles pailles des plastiques qu'on avait. Pas Puis si c'est techniquement, jamais, mais ouais, c'est ça. ben, Ouais. C'est, l'idée, c'est que ce geste-là va mener à quelque chose de plus grand. ouais. Avec le temps, individuellement, on a un pouvoir qui est énorme sur les décisions qui sont prises par le gouvernement puis qui sont prises internationalement. Tu sais, Trump serait pas autant contre l'accord de Paris, puis il aurait pas été autant contre les mesures environnementales si en arrière de lui, il y avait pas une population qui l'appuyait, là. Ben, tu sais, c'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais, on a tendance ben, parce que lui, on s'entend que lui s'est présenté comme bouc émissaire d'une population, d'une partie de la population qui a quand même voté pour lui, au même titre que nous, présentement. Notre bouc émissaire, c'est la personne qu'on met en avant. Tu sais, c'est une des raisons pourquoi, tu sais, moi, mes parents ont fait de la politique, mais mon père a été politicien, il a été un bouc émissaire, donc j'ai grandi dans ce milieu-là. Tu sais, honnêtement, sans vouloir défendre aucun parti et aucun ministre ou peu importe, c'est une job de marde. Excusez, là, mais de recevoir à chaque jour, écoute, ça va jusqu'aux menaces de mort. C'est la Ouais. pression qu'ils ont à toujours, chaque choix que je vais faire peut foutre le bordel. Tu sais, on parlait Je ne tantôt. serai je ne serai jamais politicien pour cette raison-là. Tu sais, c'est incroyable. Puis moi, dernièrement, j'ai eu affaire justement, ben, tu sais, j'ai régulièrement affaire, la semaine dernière, 2 rencontres avec des politiciens pour l'instauration de on retire les sacs de plastique. Un projet de 2 années. Et l'intégration du compost municipal, c'est rien, là. Mais le monde, dans ma rue, je suis juste dans ma rue, ça me regarde avec des gros yeux, puis c'est fâché parce que j'ai amené le compost. C'est comme, calme-toi. C'est quand même juste du compost. Mais le changement fait peur qu'on ne prenne pas, ça va plus. Tu sais, il y a plein d'affaires qui déroulent de ça, mais j'ose même pas imaginer quelqu'un qui n'a pas juste à gérer un bac de compost brun puis des sacs de plastique qui sont retirés, là, mais un pays au complet, tu sais. On parlait tantôt de la Russie qui est arrivée avec qui a fait sa petite guéguerre avec les pays d'à côté. Les autres pays qui se mettent de la partie parce qu'ils veulent protéger celui qui essaye. Ils veulent pas protéger celui qui veut avoir le pouvoir, mais ceux justement qui essayent pas d'être plus. De se montrer supérieur parce que, à moins que je me trompe, tu sais, on parlait tantôt que il y a pas il n'y a pas de mauvaise volonté, il y a juste des personnes qui agissent de façon stupide. Hein? C'est pas mal faire. Mais est-ce qu'on a, à travers le monde, justement, dans les discussions qu'on a présentement, des gens qui sont comme en abus de pouvoir? Tu sais, tu parlais de la Russie qui semble faire de l'abus de pouvoir. Là, on n'est même plus dans la stupidité, j'ai l'impression, rendu là. Ben, encore là, il faut relativiser, là. Puis quand je te dis qu'en relation internationale, il faut tout analyser avec le rasoir dans la lune, puis se dire ne pas attribuer à la méchanceté ce qui peut être attribué à la stupidité. Faut vraiment y penser comme ça. Ceci étant dit, l'action de Poutine d'aller envahir la Crimée, puis de faire des démonstrations militaires comme ça, puis d'appuyer Bachar al-Assad dans sa souveraineté, ce n'est ni stupide, ni méchant. Puis la raison pour laquelle les pays européens vont condamner la Russie puis faire des actions contre la Russie, ben, c'est dans un objectif de conserver un certain équilibre encore, puis ils jugent que de faire ces actions-là, c'est la meilleure façon de conserver cet équilibre-là. Parce que la Russie qui décide d'envahir la Crimée, c'est pas compliqué. C'est que depuis les années 90, il y a un événement assez majeur qui est arrivé dans l'histoire de la Russie qui s'appelle la chute de l'Union soviétique. Puis la chute de l'Union soviétique, ça l'a détruit une espèce de ballon qu'il y avait à l'international où les États-Unis étaient une superpuissance d'un côté, puis l'Union soviétique était là de l'autre. Quand l'Union soviétique est tombée, l'essentiel de la population russe est tombé dans la pauvreté extrême, là. Puis encore aujourd'hui, il y a une personne sur 3 en Russie qui n'a pas accès à l'électricité, là. Dans un pays qui est aussi fret, sinon plus que le Québec et le Canada, là. Fait qu'on va se le dire, c'est vraiment pas une situation qui est idéale. Poutine est arrivé suite au gouvernement de Boris Eltsine, qui a été le premier gouvernement de Russie, qui est un gouvernement
extrêmement corrompu, puis qui a été là pour maintenir les entreprises qui s'étaient mis sur le dessus de la pyramide de la consommation russe au moment de la chute de l'Union soviétique. Fait eux autres ont servi les intérêts de ces entreprises-là, puis ont maintenu un certain statut de grandes entreprises riches en Russie sans développer la qualité de vie de la population. Quand Poutine est arrivé là, Poutine n'est pas arrivé là de façon Cavalière. démocratique, si on veut. Là. Il a Il s'est été, fait OK. passer il s'est fait passer le flambeau par Boris Eltsine, sauf que il a, il a fait une bonne job pour vrai. En termes de président russe pour la Russie, il a augmenté la capacité de consommation de sa population entière, en moyenne, de 15 par rapport à ce qu'il y avait en Union soviétique. Il a développé de l'emploi, il a développé la puissance, une certaine puissance militaire, puis il a développé un certain ordre, puis une certaine rigidité par rapport à la criminalité en Russie qui est très populaire. Puis les Russes aiment Poutine pour vrai. Pourquoi? Parce que la démocratie, ce n'est pas une valeur qui est importante à travers le monde. C'est important pour nous en tant qu'Occidentaux. Puis encore, faut relativiser les choses. La démocratie n'est jamais quelque chose d'acquis, même en Occident, même au Canada, mais ce n'est pas une valeur qui est importante partout dans le monde. Puis entre autres, en Russie, ce n'est pas ce qui va primer par rapport, par exemple, à l'ordre ou au Donc, ils sont rayonnement de la. confortables. De ce que je comprends, c'est que nous, ici, on est confortable avec une certaine démocratie. Puis Puis eux c'est... sont confortables dans un certain niveau de démocratie qui est moins élevé. Puis encore, le Canada n'est OK. pas super démocratique. Là. Toutes les 4 ans, nous, on élit un dictateur. Là. Hey, fais attention avec le mot dictateur, tu vas donner raison à certaines personnes. On n'est pas dans une dictature quand même, là, si on se Non, compare avec la Chine présentement, où là, on est dans une vraie dictature. non, Là. non, non. Écoute, c'est vrai que ces temps-ci, il faut faire attention avec Et ce genre de Seigneur, j'étais propos-là. comme, Je te attention, l'accorde. flag, là! C'est vrai qu'actuellement, il faut faire attention avec ce terme-là, mais ultimement, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'au Canada, quand on élit un premier ministre ou quelque chose comme ça, il n'y a aucun moyen de le faire décoller de là. Là. C'est OK, lui c'est qui ça que tu veux décide dire. pour les 4 prochaines années, puis c'est tout. Dans un contexte de gouvernement minoritaire, il y a certaines portes de sortie, mais un gouvernement majoritaire, il n'y a aucun contrebalan qui va le faire tomber de là. Puis des contreballants, il y en a aux États-unis, il y en a dans la plupart des pays Oui, avec démocratiques, il n'y en a le pas vraiment au Sénat, si Canada. je me trompe pas. Tu sais, aux États-Unis, on a le Sénat qui peut venir contrebalancer les décisions du premier, ben, pas du Du premier ministre, mais du président président dans ce avec cas-là. En fait, la séparation des pouvoirs aux États-Unis est vachement différente, là, puis le Sénat puis le Congrès ont un certain pouvoir sur le président, puis le président a un certain pouvoir sur les autres chambres pour contrebalancer les décisions qui sont prises, pour essayer d'avoir quelque chose qui est toujours représentatif de la volonté de la population. Au Canada, ben, une minorité de la population qui vote pour un gouvernement. Une fois que le gouvernement est au pouvoir, c'est majoritaire, il fait ce qu'il veut pour les 4 prochaines années, finalement. C'est la même chose Fait au que niveau provincial, si je me trompe pas. c'est la même chose au niveau provincial. OK. Puis Puis dans le fond, en Russie, nous, on est confortable avec ce niveau de démocratie-là parce on a ce qui s'appelle des conventions constitutionnelles qui font en sorte que les gouvernements iront quand même pas drastiquement à l'encontre de la volonté de la population. Là. Puis il va y avoir certaines protestations qui vont avoir lieu, puis il y a certaines volontés populaires qui vont faire en sorte que on retombera probablement pas dans une dictature à large échelle comme la Chine ou j'ose pas dire la Russie parce que la Russie, c'est pas vraiment une dictature, là, mais bref, ça s'y rapproche. Là. Puis bref, pour en revenir ça me ramène à la Russie. Poutine est quand même très apprécié, tout simplement parce qu'il redonne ses lettres de noblesse à la Russie. L'Union soviétique était une puissance militaire qui était capable de contrebalancer l'Union soviétique, qui était capable de contrebalancer les États-Unis. Avec la chute de l'Union soviétique, il y a eu le pacte de Varsovie qui est tombé. Mais le pacte de Varsovie a été créé à la base. Le pacte de Varsovie, là, grosso modo, c'est une association entre les pays du bloc de l'Est, une association militaire qui dit que si jamais il y a un des pays des blocs de l'Ouest qui se fait attaquer par un pays du bloc de l'Est, ben, ils vont se défendre d'un seul bloc ensemble. Donc, déclarer la guerre à la Russie, c'est déclarer la guerre à tous les membres des pays membres du pacte de Varsovie. Ceci étant dit, Qui inclut rapidement qui? rapidement, c'est pas important qui ça inclut. Ça incluait OK. l'Ukraine à l'époque, ça incluait un paquet de pays, mais bref, avec la chute de l'Union européenne, avec la chute de l'Union soviétique, le pacte de Varsovie est tombé aussi. Mais le pacte de Varsovie était créé à la base en réaction à l'OTAN, la création de l'OTAN par les États-Unis, qui est exactement la même chose que le pacte de Varsovie, mais côté américain. Puis ça incluait tous les pays, finalement, la majorité des pays d'Europe, les États-Unis, le Canada, tous ces pays-là, qui finalement disent le principal point de l'OTAN, c'est une agression contre un est une agression contre tous.
si jamais l'Union soviétique entrait en guerre contre les États-Unis ou l'Union soviétique entrait en guerre contre un pays de l'Europe qui est membre de l'OTAN, mais tous les pays membres de l'OTAN entraient en guerre contre l'Union OK, soviétique. c'est automatique, là. C'est comme si tu décides de foutre le bordel parce que les négociations ont pas fait ton affaire, parce qu'il y a quelque chose que tu avais une roche dans ton soulier, là, parce que tu as pas réussi à t'asseoir, à négocier, puis à prendre ta puff d'air, comme je disais à mes enfants, C'est ça. le C'est monde au complet exactement part en guerre, là. Ben, contre toi. C'est exactement le ça. monde qui C'est te tourne autour de toi. c'est les gens qui ont signé l'OTAN, finalement, qui est un accord international. OK. Fait que l'OTAN ne s'est jamais dissoute. Puis plus fort que ça, l'OTAN s'est renforcée avec la chute de l'Union soviétique parce que l'OTAN ont commencé à faire signer des pays qui étaient anciennement membres du pacte de Varsovie, puis des pays qui étaient anciennement proches de l'Union soviétique à travers l'OTAN qui est encore directement dirigée contre la Russie. L'OTAN, c'est un outil de menace sur la Russie. Fait que ce que Poutine a fait quand il a envahi la Crimée, c'est qu'il a dit, regarde, vous avez pas arrêté de nous menacer, même quand nous, on a dit qu'on arrêtait de vous menacer. Genre, on va juste vous montrer qu'on est capable de se défendre, puis on va récupérer les territoires qui étaient à nous. Parce que, ultimement, en Crimée comme en Russie, les gens considéraient que cette partie-là était une partie de la Russie. Puis la Russie s'est juste dit, ben regarde, moi je vais aller récupérer mes territoires. Puis la démonstration militaire qui a été faite en Syrie par la Russie, c'était simplement une façon de dire à l'OTAN, regardez bien, si jamais vous décidez de nous menacer encore, nous autres aussi on est capable de se défendre. Puis plus fort que ça, les Russes sont en train de développer des relations internationales avec des pays, des puissances militaires qui seraient capables de contrebalancer les pays membres de l'OTAN, finalement, comme la Chine, des choses comme ça, parce que la Russie a commencé à vendre du pétrole en Chine, puis elle va développer ses relations là-bas dans un objectif de créer un contrebalan international. Fait que Poutine n'est pas ni stupide ni méchant là-dedans. Il est juste là pour redonner les lettres de noblesse à la Russie, puis pour être capable de montrer que la Russie est encore un joueur sur la scène internationale, puis que non seulement, si jamais il y a personne qui veut collaborer avec lui, ben lui, il est capable de gérer, de gérer son État, sa politique, puis ses OK, affaires de OK. façon à continuer à faire un contrebalance aux États-Unis, qui sont clairement l'hégémonie mondiale. C'est pas parce qu'on est d'un côté qu'on est des gentils, là. Non, Faut non, se mais dire non, ça. c'est la même affaire, là, quand tu commences à lire des livres, puis que tu prends, le livre est toujours écrit par le héros, par celui qui a gagné, hein, mais on n'a jamais l'autre version. Mais pourtant, l'autre version, des fois, tu te rends compte que c'était pas si stupide ni niaiseux. Il y avait une raison en arrière de ça, il y avait un fond en arrière de ça. Moi, je trouve ça fascinant, non seulement d'un point de vue, ben, moi, personnellement, c'est un point de vue anthropologique, mais au niveau sociologique, au niveau politique aussi, c'est tout intéressant de voir toutes les raisons, qui sont mis à l'avant. Puis là, on parlait par exemple du cas de la Russie parce on a rebondi sur le pétrole parce que justement, on en parlait, mais euh, on a tellement tendance à penser, souvent on va dire la guerre est causée par le pétrole, la guerre est causée par le pétrole. Tu sais, c'est tout le temps la première affaire qui arrive. Là, on commence à parler, moi, je déblatérais à m'amener avec un de mes amis, je dis à m'amener, nous, le Québec, on va devenir une source potentielle de guerre. Je disais pas ça comme ça parce que j'ai dit là, je sais qu'on sort du coq à l'âne, mais tu vas voir où je m'en viens avec ça. J'ai dit, tu sais, l'eau vient de rentrer en bourse. L'eau, principalement, c'est un besoin fondamental. Il y a plusieurs pays qui n'y ont pas accès. On parle des changements climatiques où l'accès à l'eau potable devient de plus en plus problématique. J'en suis même venue à me questionner moi-même, à me dire, est-ce qu'un jour, le Canada va devenir comme une cible? Mais dans ce que tu viens de m'expliquer là, ça n'a même pas rapport avec la ressource, la chicane. C'est plus une question de entre les pays, de la prise du territoire. On dirait que c'est plus à l'interne que ça se passe. C'est pas nécessairement une guerre pour des ressources, tu sais. C'est la même affaire qui se passe au niveau des pays du Moyen-Orient qui se disputent le bout de terre entre Israël puis les musulmans, tu sais. C'est une guerre qui se passe depuis des centaines de milliers d'années pour le même petit Christi de bout de territoire, tu sais. Je suis partie trop loin, là? Ben, tu pas parti trop loin, mais c'est que c'est rare. En fait, la ressource n'est jamais le prétexte du conflit, généralement. En fait, la ressource peut devenir le prétexte, mais c'est rarement la cause intrinsèque au conflit. Fait que si tu te dis, parce que ultimement, là, les guerres de pétrole, ça existe, là. Ça a existé. L'Irak a envahi le Koweït dans les années 90 parce que le Koweït a décidé d'arrêter de suivre les recommandations de l'OPEP. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, c'est dans le fond une gang de pays qui produisaient beaucoup de pétrole, qui ont décidé de créer une organisation ensemble pour créer une inflation du prix du pétrole artificielle.
qui se sont mis à vendre toute la gang ensemble, leur pétrole un peu plus cher. Pourquoi? Parce que c'était tous des pays du Sud, comme l'Irak, comme le Koweït, comme le Venezuela, qui se sont dit, hey, on a énormément de ressources, puis on les donne littéralement à des compagnies privées, puis on les donne aux pays du Nord, puis il n'y a absolument rien de cet argent-là qui est fait avec cette ressource-là qui nous revient à nous. Fait qu'on C'est ils se sont ça. dit, on va s'organiser ensemble, puis on va vendre notre pétrole à un prix qui nous permet, nous, de financer nos services sociaux. Encore une fois, ils ont une Fait qu'on raison. La protection de leur pays, protection de leur acquis, protection de leur peuple. Fait que c'est ça. Ça, c'est ce qu'ils ont fait à la base. Puis un moment donné, le Koweït, il a dit, vous voulez faire ça? Ben fine, moi je suis une des plus grandes réserves de pétrole mondiales. Je vais juste vous laisser monter votre prix ensemble. Puis moi, je vais vendre mon pétrole 10 fois moins cher que vous. Puis je vais récupérer les profits pour financer mes services sociaux à moi. Puis vous, ben vous crèverez, ça me dérange pas. Tu sais. Fait que l'Irak, quand ils ont vu ça, ils ont fait comme attends une minute, là, ça marche pas. Là. Moi, je veux financer mes services sociaux. J'ai déjà commencé à développer mes services sociaux avec ça. Puis là, toi, tu viens scraper mon développement de services sociaux parce que tu décides de vendre ton pétrole moins cher. Puis là, Saddam Hussein, il a pris le micro aux Nations Unies, il a dit je vais envahir le Koweït si jamais ils n'intègrent pas les accords de la paix. Puis Le Koweït, l'OTAN s'est fâché aussi. le Koweït a fait un gros fuck you. Les États-Unis ont dit moi, je m'en mêle pas. Puis l'Irak a fait comme ben fine, genre les États-Unis s'en mêlent pas. Les États-Unis, ils ont envahi le Koweït. Saddam Hussein est arrivé au Koweït avec ses blindés, puis ils ont décidé de détruire l'industrie pétrolière du Koweït. Fait que là, ça a fait un scandale international. Les États-Unis ont dit hey, l'Irak, t'as pas le droit de faire ça parce que moi, mon pétrole vient du Koweït, puis c'est moi qui l'achète le pétrole du Koweït. Fait que si jamais mon pétrole rentre plus ici, puis que je suis plus capable de financer mon industrie pétrolière aux États-Unis à cause de toi, ça se passera pas bien. Fait que là, Fait c'est que là, rendu international, c'est plus juste local, là. c'est ça. Fait que là, les États-Unis, eux autres, dans les années 90, avec George Bush père, ont investi dans une invasion du Koweït, puis dans une guerre en Irak, finalement, qui a retourné finalement Saddam Hussein dans son petit territoire. Dans son petit territoire, c'est quand même un grand pays, l'Irak, là. Mais bref, qui l'a retourné en Irak, puis qui a littéralement détruit les mesures sociales, puis le développement qui Il a s'était déjà détruit le fait à ce pays au moment-là. complet, c'est pas compliqué. Tu sais, on met juste la faute sur un des deux partis. On dit, ah, les États-Unis nous ont sauvés, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que le bordel a pogné, puis tout le monde a payé, le peuple au complet a payé, parce que quand il y a une guerre, c'est jamais le pays qui attaque, là, le problème, là. C'est les populations locales qui écopent, là. Ben, c'est ça. Puis ça crée de la haine, ça crée du ressentiment, puis ça crée des situations qui sont problématiques. Ça crée un terreau qui est parfait pour le terrorisme et le développement de groupes radicaux. Fait que c'est ce qui est arrivé en Irak par après. Il s'est développé des groupes radicaux. Il y en a la plupart ont migré en Afghanistan, où la guerre, elle, avait détruit la population depuis les années 70, parce que c'est dans les années 70 que l'Union soviétique a essayé d'envahir l'Afghanistan, puis que les États-Unis s'en sont mêlés, qui ont donné des armes. Tombe dans un milieu où la population est extrêmement armée, très radicale, très peu éduquée, puis où il y a eu des guerres qui ont tué des gens puis qui ont fait des blessés, où tout le monde a quelqu'un dans leur famille ou quelqu'un de proche qui a été tué par un obus ou une bombe américaine ou soviétique. Je veux dire, nécessairement, il y a de la colère en masse là-bas. Puis c'est là qu'il se développe des groupes comme Al-Qaïda, comme ISIS, là, l'État islamique, puis des choses comme ça. Puis là, à ce moment-là, ces groupes-là prennent la force, vont faire des attaques sur le sol américain, vont faire des attaques un peu partout. Parce qu'ultimement, on va se le dire, là, des groupes terroristes comme Al-Qaïda puis comme ISIS, c'est une gang de doutes dans un sous-sol qui ont décidé, par leurs propres moyens, d'essayer d'avoir un impact sur les relations internationales du mieux qu'ils peuvent. Mais ça reste un petit groupe de personnes. C'est pas Qui un fait groupe beaucoup organisé. parler de lui. Tu sais, Ouais. moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est à quel point, puis c'est la même affaire avec, mon Dieu, Anonymous, ça m'a amené, qui ont foutu le bordel, qui ont fait une guerre technologique, puis qui ont foutu le bordel à l'international, un peu comme tu le dis, c'est deux, trois d'autres dans leur sous-sol qui ont réussi à faire ça. Tu sais, c'est incroyable à quel point que, euh, tu sais, oui, on a des groupes qui discutent entre les autres pour assurer des relations saines, un développement sain à travers le monde. Mais comme tu le dis, c'est pas nécessairement fait dans la malveillance quand quelque chose est fait, mais des fois, ça peut avoir des mauvaises conséquences, tu sais. Ça peut avoir des conséquences plutôt. Tu sais, là, on parle que les États-Unis s'en sont mêlés, ça a foutu le bordel dans le pays. Là, le pays a développé, tu sais, le pays a développé comme la gangrène, veut pas, là, quand ils se sont fait tirer dessus, là, tu sais. Mais est-ce qu'on devrait ça, c'est la question que je me pose comme, comme spécialiste de ce genre de politique-là. Est-ce que tu crois que ça devrait exister ou ce genre
d'imposition-là par rapport à la guerre? Est-ce qu'on devrait s'en mêler quand on voit que quelque chose se passe dans un pays comme ça? Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou est-ce que c'est comme on C'est fait? super dur comme question, ça, en fait. Puis moi, je serai certainement pas la personne qui va répondre à ça. Par contre, moi, ce que je peux te dire, c'est ce qui est arrivé. Tu sais, au Rwanda, on a décidé de pas intervenir pendant des dizaines d'années quand il y a eu un conflit interne en se disant ben écoute, je sais pas ce qui est mieux de faire, c'est d'intervenir ou de pas intervenir. On a décidé d'intervenir en Somalie, puis ça n'a pas été mieux. Je veux dire, c'est toutes des situations. Tu sais, il y a trois gros échecs de la coopération internationale sur le plan militaire en termes de casque bleu ou en termes des Nations Unies. C'est la Bosnie-Herzégovine, la Somalie, puis le Rwanda. C'est toutes des places où il y a eu littéralement des génocides qui se sont faits parce qu'on a décidé d'avoir une intervention qui était moins musclée, qui était minime ou ne pas intervenir littéralement de manière militaire au sein de conflits nationaux. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire, intervenir ou pas intervenir? Le problème, c'est que quand on intervient, souvent, on va détruire des ressources, on va détruire une partie du pays, puis on peut pas garder un pays sous tutelle pendant des centaines d'années non plus, puis on peut pas interdire à la population d'avoir une idéologie ou d'avoir une culture propre non plus. Puis l'idée, c'est pas de ramener une culture américaine partout dans le monde pour que tout le monde consomme de la même façon que les États-Unis, puis qu'on peut tout de God Lord de Arnold Schwarzenegger parce que c'est un acteur américain connu, tu sais. Fait que Le Saint-Arnold. le Saint-Arnold. Fait que, tu sais, rendu là, c'est super difficile de déterminer qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à ne pas faire. Ultimement, quand il y a une intervention militaire à quelque part, il faut que ce soit conjointement fait avec des mesures de développement, des mesures de réintégration de la population. Puis, c'est quand même très difficile à gérer ça, parce qu'une fois que une fois que tu détruit les institutions, mais tu peux pas juste ne rien laisser parce que si tu laisses rien, mais ça va créer des conflits plus tard, puis ça crée de la précarité. Puis si jamais tu t'investis trop, mais tu te fais taxer d'influencer culturellement les autres pays. Tu sais, Fait qu'il faut ça revient toujours au même, hein. C'est un balancier incroyablement lourd à porter pour les différentes politiques en place. Moi, ben, j'écoute de la ça. politique, là, la politique, c'est toujours compliqué. C'est Oui, jamais oui, oui. simple. Pourtant, là, en fait, tout le monde pense avoir la raison, la réponse à ça, puis l'opinion parfaite pour régler les problèmes du Canada, de la municipalité. C'est juste régler des problèmes d'une petite municipalité comme Quaticook, là, sur laquelle j'ai travaillé au début de mon bac. Moi, je voulais faire de la politique publique, puis faire de la politique municipale. Fait que c'est là-dessus que j'ai commencé à étudier, puis j'ai travaillé entre autres avec une conseillère municipale à Compton, là, qui est un petit village dans le coin de Sherbrooke. Puis juste ça, au niveau municipal, tu as beaucoup moins d'enjeux que sur le plan Oh oui. international, puis sur le plan national, et c'est d'une complexité sans nom. Puis c'est tellement considéré comme simple en politique que la plupart des conseillers municipaux sont pas payés ou sont payés des salaires dérisoires, du genre 8 000 par année pour être maire d'une municipalité comme ça. Sauf que c'est quand même d'une complexité qui est démesurée. Oh Fait oui. qu'à C'est, à ce moment-là, quand tu tombes sur de la politique internationale ou la politique nationale, tu peux Merci, analyser les ça va. choses. De là, C'est je bien reviens à mon apprécié. travail. En tout cas, Moi, t'es mon bien travail, fin. c'est d'analyser la politique et d'analyser la coopération internationale et non pas de prendre des décisions là-dedans. Ça revient aux politiciens de faire ça. Puis monsieur, madame, tout le monde qui ont leur opinion sur la politique, mais il faut faire attention à ça. C'est mieux de dire je ne sais pas que de donner ton opinion, puis finalement passer pour un con dans 80% des cas. Parce que moi, j'entends tout le temps des gens qui me disent hey, c'est pas bon de faire ça, on devrait faire ça. Je suis comme oui, ah, mais attends une minute, c'est plus compliqué que. Prendre une décision politique, c'est plus compliqué que ce que tu penses. Là. Tu peux pas juste prendre cette décision-là comme ça. Tu sais. puis des fois, on est tellement frustré, tu sais, je te dirais que c'est pas rare que moi, j'ai justement affaire là-dedans. Je suis comme, on vient frustré, tu sais, on se dit, si telle affaire était faite, ça pourrait influencer telle affaire, puis là, ça pourrait amener globalement des résultats positifs. Oui, il y aurait certains résultats négatifs à court terme, mais à ce moyen long terme, ça serait positif. Puis là, tu amènes ton plan, tu amènes ton projet, tu leur dis, on a une recette qui fait un gâteau parfait, mais là, la personne, elle me dit, ouais, mais je veux pas mettre d'œufs dedans. OK, ben par quoi qu'on peut changer les œufs? Ah ben là, moi, je consomme sans gluten. Ah ben, tu sais, je fais une parallèle avec la bouffe, là. Mais c'est la même maudite affaire quand on est en politique, là. C'est la même affaire au niveau politique public, provincial, que ce soit municipal, que ce soit même au niveau des commissaires. Moi, j'ai été à l'école. Mon père était commissaire. Je me suis présentée sur le comité de parents à l'école. On est dans un comité de parents dans une école primaire. Bordel était pogné.
une dizaine, et sur les 10, on n'avait pas la même opinion, on n'avait pas la même vision de ce que devrait être l'école, ce que les professeurs devraient avoir, ce que les élèves devraient avoir. C'est incroyable. Et quand on a des élections, les gens disent: «Ah, toi, t'es de gauche. Ah, toi, t'es de droite. Ah, toi, t'es ci». Tu sais, c'est tout le temps, faut tout le temps être à gauche ou à droite. Et je me rappelle, à un moment donné, sur la chaîne, ben, Spoffy pour en témoigner, je pense qu'elle était là quand je me suis chicanée. Il y a quelqu'un qui m'a dit: «Non, toi, t'es de gauche, tu fais de l'environnement». J'ai dit: «Moi, je suis pas de droite, je suis pas de gauche». J'ai dit: «Je me suis toujours considérée de centre parce que j'aime analyser les différents partis, qu'est-ce qu'ils offrent, puis je vais aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Puis à chaque fois que vient le temps de voter, je ne sais jamais pour qui voter parce qu'il n'y en a aucun de la gang qui complète tout ce que moi j'aurais comme vision d'un pays ou comme d'une province. Fait que je m'identifie pas. Je trouve ça compliqué de m'identifier là-dedans. Puis je me dis, quel être humain peut être persuadé, convaincu qu'il y a juste une façon de procéder? C'est tellement plus complexe parce qu'on a des personnes avec un salaire X, on a des personnes avec d'autres types de salaires, avec des conditions, avec des cultures différentes, avec des moyens, une éducation différente. Puis juste au niveau de l'éducation, on est ailleurs. Plus tu es éduqué, ça veut pas dire que tu es plus bright là, quand tu es plus éduqué. Là. Ça Non, veut juste définitivement. dire ça veut juste dire que tu es plus éduqué. Mais c'était pour moi, j'ai pas d'éducation dans la vie. J'ai un DEP. Mais je m'auto-informe. Pourtant, si j'arrive à quelque part et je montre pas mon papier, ben je passe pour la stupide puis mes idées sont pas considérées. Fait que ça, encore une fois, on parle de pouvoir, un peu comme t'expliquais tantôt, tu sais, le pouvoir du papier, le pouvoir du titre. T'arrives à quelque part, hein, ton nom il est long de même sur ta carte, tu passes pour quelqu'un qui est supérieur. Ça me tape ses nerfs, excusez, fallait que je le dise. C'est pas qui voterait pour toi, elle, si tu voulais devenir première ministre. Ah! C'est pas fille pour première ministre. Non, Cindy, elle a vu sa mère faire ça, honnêtement, c'est pas fille, puis elle veut rien savoir. Ma mère s'est présentée pour la DQ jadis, naguère, je veux plus. J'ai vécu avec des politiciens, j'ai grandi dans le milieu de la politique publique. Je peux vous garantir que ça m'intéresse pas plus que ça. OK, j'en fais un peu de politique quand même avec mon métier, mais moi, d'aller m'asseoir, OK. Je dis jamais. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, vous me verrez pas vieille en train de faire ça parce que j'ai plus rien à faire dans ma vie, là. Mais présentement, ça m'intéresse pas. Pas avec la situation actuelle. La pandémie, justement, on en parle. Tu sais, on en parlait. Tu sais. Vous autres, par rapport à l'analyse que vous allez avoir à faire comme au niveau politique, comme politologue, qu'est-ce qui s'en vient par rapport à tout ça? Avez-vous une idée du tableau qui se dresse en avant de vous autres? Je m'excuse, il va falloir que tu répètes ta question. J'étais un peu perdu dans le Pas, chat, là. pas, pas de trouble. Oui, parce que c'est vrai, je vais prendre 2 minutes pour lire le chat, puis je vais reposer ma question. Zago dit: Je doute qu'une guerre frontale d'un ampleur mondiale éclate, mais sur le point de vue sécuritaire, ce qui inquiète le plus, c'est un pays qui décide d'envoyer une fusée avec quelques grosses têtes pour faire un énorme boom dans le billard de satellites qui tourne au-dessus de nos têtes. Il y aurait de gros problèmes d'installation. Ouais, ok, non, ça je sais qu'est-ce qu'il veut parler. Il parle des différentes démantèlements de satellites qui sont faits de façon un petit peu cavalière présentement. Après ça, OK. Merci beaucoup en passant pour ceux qui ont follow la chaîne. Merci pour les subs, entre autres. On a Wiz, on a Spoffy et j'en ai-tu eu un autre? Si j'en ai eu un autre, Spoffy va pouvoir me le dire tantôt parce que vous avez des spins de Will qui s'en viennent. 2 TDAH ensemble. Oui, merci beaucoup, Spoffy, de me ramener. C'est une mentalité à changer. Les études sont overrated et je suis enseignante. Bon, ça, c'est une bonne chose. Oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je m'en allais expliquer au fond? Et là, probablement que j'ai perdu mon idée. Écoute, Allô, là? dans tous les cas, c'est sûr qu'on diverge des questions qui ont été posées à la base, puis des questions que tu m'avais envoyées, mais si tu veux qu'on parle de gauche puis de droite en sciences politiques, c'est justement un sujet que moi je veux traiter dans une prochaine vidéo YouTube éventuellement. La gauche, la droite en politique, là, ça existe pas. Sortez-vous ça de la tête, là. On essaie de qualifier quelque chose de droite ou quelque chose de gauche. Ça veut rien dire, là. Tu peux pas puis plus fort que ça, c'est que généralement, on va associer une étiquette de gauche ou une étiquette de droite à certains sujets. Exemple, tu peux être, si tu es environnementaliste, tu es nécessairement contre les armes à feu, tu es nécessairement Ah, c'est contre ça, moi, pour le développement des impôts finalement, tu es nécessairement pour les services publics, tu es nécessairement, pour les dans taxes le carbone, et tout, là.
Puis, tu sais, genre, être à gauche, c'est à la limite être communiste aujourd'hui, là. Fait que ça veut dire que tu es pour le développement de sociétés d'État, des trucs comme ça, quand en réalité, c'est pas des sujets qui sont reliés entre eux. C'est tous des sujets qui sont à prendre individuellement. C'est tous des sujets dans lesquels tu peux avoir des intérêts pour un ou pour l'autre. Puis généralement, quand quelqu'un décide de s'associer à la gauche ou à la droite, de facto, il va décider d'accepter le package d'idéologie qui vient avec ça, puis toutes les prendre en même temps. Puis regarde, on va se le dire tout de suite, là, ça n'existe pas la gauche puis la droite, là. Moi, je suis avant tout, je me qualifierais comme quelqu'un de gauche parce que je suis avant tout pour les services publics, je suis avant tout pour les taxes à la population, je suis avant tout pour favoriser l'éducation puis pour favoriser les services de santé au détriment du profit individuel. Mais je suis aussi pour l'encouragement des entreprises privées, ce qui fait en sorte que j'ai un peu de droite, un peu de gauche. Puis je suis aussi pro-armes dans une certaine mesure. Fait à ce moment-là, je suis et à gauche et à droite. Puis je suis pas nécessairement au centre non plus là-dedans, parce que autant je suis vraiment pour le développement des services publics, puis pour taxer plus la population, je suis aussi vraiment pour le développement des entreprises privées sur l'autre côté. Fait que ça fait pas ni moi quelqu'un au centre, ni moi quelqu'un à gauche, ni moi quelqu'un à droite. Ça fait quelqu'un qui a des idées, qui a une vision de la politique comme elle devrait l'être, qui va favoriser ses intérêts dans le fond, ses intérêts personnels dans mon choix de vote. Puis moi, quand je vais voter, je vais toujours voter pour la personne qui est le plus favorable en termes de coopération internationale, de développement international, parce que c'est sur toutes les valeurs que je possède, la valeur qui, pour moi, est la plus importante. Est-ce que je suis à gauche pour ça? Non. Est-ce que je suis à droite pour ça? Non. Est-ce que je suis au centre pour ça? Non plus. La gauche, la droite en politique, ça n'existe pas. Fait qu'il faut arrêter de se dire ça, Ah ouais, là, puis que on c'est. peut aussi bien, tu sais, souvent à la blague, un de mes amis derrière moi, justement, il a une super bonne question parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint sa question. Lui est militaire. Donc, militaire, a été 3 fois en Afghanistan, a été 2 fois en Afghanistan, 1 fois en Irak, comme casque bleu et principalement justement durant la guerre avec Saddam Hussein, et cetera. On s'entend qu'il se présente comme un conservateur environnementaliste. Il dit qu'il n'est pas de la gauche puis de la droite, lui non plus. Puis quand on discute ensemble, ben, il dit: «Ah, ben, je trouve ça le fun d'être capable de discuter avec une gauchiste.» Je dis: «Je suis pas de la gauche, je suis pas de la droite, je suis pas de la gauche.» Arrêtez de me mettre une étiquette. Je trouve ça fatigant. C'est au même titre que quand tu dis à quelqu'un: «Ah, moi, je mange principalement vegan», il te crisse l'étiquette vegan dans le front, tu fais comme: «Non, non, wow, wow, wow. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'étiqueter, tu sais?» Euh, Bref, par rapport à tout ça, lui, il me dit justement, il dit: est-il possible, parce que tu parles de t'es pour les taxes à la population, lui, il est contre les taxes à la population, puis la plupart des conservateurs sont contre les taxes à la population, de ce que j'ai compris. Est-il possible d'introduire une taxe à l'importation de produits en provenance de pays dont la disposition des déchets est reconnue catastrophique, mais tantôt, je pense que tu l'as quand même expliqué, sans bafouer les règles du commerce international? Et retirer ces mêmes taxes des produits vendus ici même, étant le but, au fond, de ne pas punir le consommateur. Tu sais, c'est comme le consommateur consomme, là, tu vas voir que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Là. C'est comme le consommateur consomme, c'est sa faute à lui s'il achète ça, c'est sa faute à lui si c'est privé, mais lui, ici, on va pas le taxer, mais on va taxer le gars qui le crée à l'autre bout, donc les industries. Ben, ça, je vais essayer de reformuler ta question, OK? Parce que je pense que c'était quand même complexe, là. Je vais la Oh, formuler de la façon où moi je la comprends, puis tu me reprendras si jamais c'est pas le cas. Mais bref, moi, ce que je comprends, c'est savoir si c'est possible de taxer l'industrie qui produit un bien oui, qui est environnementalement pas bon, finalement, pour finalement ne pas taxer ici sur le sur la territoire. consommation de ce produit-là. Bon, est-ce que ça le premier volet de ta question, c'est est-ce que ça enfreint les règles de commerce international? Des règles de commerce international, à l'origine, ça n'existe pas. Tu n'es pas obligé d'avoir des règles de commerce international. Puis si jamais je décide de commercer avec un autre pays, ben, je m'entends avec ce pays-là pour commercer. Comme si maintenant je décidais de commercer avec toi. Par exemple, on va reprendre notre exemple de moi, j'ai un stand de raisin à vendre, puis toi, tu as un stand de pommes à vendre. OK. Ben, toi, tu es intéressé à vendre des raisins chez vous, puis tu es intéressé d'acheter des raisins de moi. Mais le problème, c'est que tu peux pas juste acheter des raisins parce que tu vends pas assez de pommes pour pouvoir acheter des raisins. Fait que le deal qu'on va se faire, c'est je t'échange des raisins pour une certaine quantité de pommes, puis en échange, tu vas t'assurer que mes raisins, ben, ils se vendent chez vous aussi. Comme ça, je vais être capable de tirer un profit sur ton commerce parce que tu vas m'acheter plus de raisins. Puis moi, en échange, je m'engage à t'acheter une coupe de pommes pour être sûr que l'échange reste équivalent. C'est ce qu'on Ça, ces appelle le règles-là, libre-échange, là.
C'est pas du libre-échange, en fait. Le libre-échange, ce serait simplement de lever les barrières tarifaires et ne pas avoir de restrictions au commerce international. Finalement, OK. dire à tout le monde, à toutes les entreprises privées: «Do whatever you want». Si jamais tu veux vendre des raisins chez nous, parce que moi, exemple, là, j'aurais mon cultivateur de raisins dans ma cour qui dit: «Ah ben moi, je veux vendre ces raisins-là», parce qu'habituellement, ce cultivateur de raisins-là me donne les raisins pour que moi, j'aille les vendre. Il se dit: «Ben moi, je vais être capable d'aller vendre les raisins chez Cindy aussi». C'est c'est chez vous quand même. Fait que toi, il faut que tu me dises, le libre-échange, ce serait de dire, ah, ben même si c'est moi qui cultive les raisins, puis c'est mon cultivateur de raisins qui vient vendre des raisins chez vous, il faudrait que tu lui dises, fine, vas-y, vends des raisins chez nous, ça ne me dérange pas. Tu sais. Ça, ce serait un contexte de libre-échange parfait. L'affaire, c'est que tu ne veux pas nécessairement faire ça, parce que si jamais je vends des raisins chez vous, ben, tu vas vendre moins de pommes aussi, parce que tu vas avoir d'autres fruits disponibles sur ton terrain. Fait que l'objectif là-dedans, ça va être de baliser ce commerce-là par des accords internationaux où on va établir dans l'accord même les mesures punitives qui sont associées à ça. Des fois, c'est pas grand-chose parce que, tu sais, si je te dis: «OK, on établit un commerce où tu prends 50 de mes raisins, puis en échange, je prends 10 de tes pommes». Si jamais je décide de pas faire ça, ben, il n'existe pas de police pour venir nous empêcher de pas respecter les accords internationaux. Donc là, ça va être à nous de dire: «OK, mais si je respecte pas l'accord, à ce moment-là, la conséquence de ça va être que je vais devoir te payer un dédommagement qui est d'une valeur équivalente à 10 des prix de tes pommes, même si je les ai pas achetées». OK, fait qu'il y a une genre de pénalité qui peut s'imposer. Qui va s'imposer à ça, puis avec ça, dans l'accord encore, on va dire, ben, il y a un troisième parti qui va être Spoffy, qui va être le juge de ça, puis qui va déterminer si on respecte ou si on ne respecte pas les termes de l'accord C'est-tu ce qu'on qu'on a appelle les nous-mêmes quotas? déterminés au bar. C'est-tu ça les fameux quotas ou c'est complètement Les autre chose? quotas les quotas, c'est complètement autre chose, en fait. Les quotas, c'est une des mesures qu'il y a dans le traité. Généralement, on va établir avec les Nations unies maintenant, on a des outils qui existent comme la Cour internationale de justice pour être capable de faire valoir les traités internationaux. Puis on va généralement intégrer une porte de sortie dans les traités internationaux qui dit si jamais il y a un litige, c'est la Cour internationale de justice qui va traiter ce litige-là pour nous. Fait qu'à ce moment-là, on est lié que par l'accord qu'on développe. C'est ça le commerce international, puis les règles de commerce international. Quand on a établi les Nations unies, qu'on a établi les accords de Bretton Woods, qui est un accord international entre la plupart des pays du monde, finalement, on établit le commerce international devrait favoriser le libre-échange et la levée des barrières tarifaires. Donc ça, c'est ce que c'est des accords de commerce internationaux. Mais en relations internationales, tout le monde est indépendant sur leur territoire et on peut toujours faire ce qu'on veut. Même si on est reconnu coupable en cour de justice internationale, on n'est même pas obligé d'appliquer les sanctions parce qu'on est toujours indépendant. Puis Toujours maître chez nous. c'est ça, c'est la valeur qui prime le plus en droit international. Parce que quand on a déterminé qu'il y avait une puissance supralégislative internationalement pour pouvoir imposer des choses à un pays ou à un autre, ça crée plus de conflits que ça n'en règle. Fait qu'on a décidé, il y a de cela plusieurs centaines d'années, avec les conflits napoléoniens, que chaque État était indépendant chez eux, qu'ils avaient le droit à leur religion, leur culture, leur économie, puis leurs décisions, puis qu'il n'y avait personne d'autre qui avait à s'en mêler. À ce moment-là, on a arrêté d'avoir une police internationale qui allait gérer les conflits internationaux. Puis l'objectif de ça, c'était de mettre fin aux guerres moyenâgeuses, puis d'arrêter d'avoir des conflits entre des petits États, puis des petites zones un peu partout dans le monde, Ça qui remonte commençaient à à devenir de loin, là. plus en plus meurtriers. Oui, ça remonte à loin, mais c'est quand même encore d'actualité, puis c'est encore pour ça qu'on a ça à l'intérieur de notre politique internationale. Fait que bref, est-ce qu'on est capable d'imposer est-ce qu'on est capable d'imposer des taxes aux pays qui sont à l'extérieur du Canada, aux entreprises qui sont à l'extérieur du Canada, parce ils ne respectent pas Les mesures les environnementales, là. mesures environnementales? La réponse, c'est oui. Noui. Genre, on peut pas On taxer aime ça dans mon directement. métier, le noui, on Ouais, le dit tout le c'est ça. temps. C'est Je me exactement ça. doutais bien. Parce que comme je vous ai dit, chaque État reste indépendant les uns envers les autres. Fait qu'on peut pas, nous, en tant que pays, aller imposer des taxes ou des impôts dans un autre pays. C'est sûr qu'on peut pas faire ça. Ils vont être protégés par le gouvernement, puis ce serait nécessairement de l'ingérence gouvernementale d'aller taxer ailleurs qu'au C'est Canada. pour ça que Par contre, Netflix puis Facebook, ils sont pas taxés puis que là, c'est ça, c'est une des raisons. entre autres, mais bref, on peut taxer ce qui se passe sur notre territoire, puis Mmh. on peut imposer ce qui se passe sur notre territoire. Si Netflix vend un abonnement au Canada, ben, on peut taxer l'abonnement qui est vendu au Canada parce que ça se passe ici. Puis ça, le gouvernement libéral a décidé de ne pas le faire.
je veux dire, je suis pas d'accord avec cette Moi décision-là non plus, personnellement, là, mais mais bref, politiquement, on peut être en accord ou en désaccord avec certaines décisions. Mais bref, on peut taxer Netflix sur notre territoire. Puis dans le cas d'une entreprise qui déciderait d'importer des produits qui sont environnementalement pas bons, mais on pourrait taxer ces produits-là à l'entrée du pays. Ça va à l'encontre des règles générales de droit international qui va à favoriser le libre-échange, mais on pourrait le faire. On ne pourrait pas le faire dans un contexte où on a un accord spécifique avec le pays, comme l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Si on détermine qu'il n'y a pas de taxation sur les voitures finies qui rentrent ici parce qu'en échange, nous, on produit les moteurs puis on produit les pièces de voiture, ils ne taxeront pas les pièces qui vont sortir du Canada pour être assemblées aux États-Unis. Nous, en échange, on ne taxe pas les chars qui rentrent au Canada. On a un accord là-dessus, on ne peut pas taxer ça. c'est ça qu'on Si appelle, c'est c'est un autre l'ALENA, ça, je me trompe pas, hein? ça, c'était à la base de l'ALENA. Disons que L'ALENA, ouais. c'est pas l'ALENA au complet, là, c'est très résumé très, très rapidement, mais bref, c'est pour c'est un raccourci intellectuel dans l'objectif de vulgariser la chose, là. Mais bref, l'ALENA, c'est un petit peu ça l'idée en arrière de l'accord, mais il y a plein d'autres volets qui rentraient là-dedans. Puis, bref, quand tu tombes ensuite dans les règles de taxation internationale, normalement, tu essaies de limiter le plus possible les taxes. Le problème, c'est que si tu taxes à la frontière, le produit qui rentre, le produit environnementalement pas bon qui rentre à ta frontière, tu le taxes là, puis tu décides de ne pas le taxer au consommateur, nécessairement, ça va augmenter le prix. Parce que si son coût de vente à ton producteur est plus élevé, ça va se refléter dans le prix du produit. Si jamais tu taxes trop ce produit-là, au point où il n'est plus compétitif, c'est-à-dire que la personne, les produits identiques ou semblables qui ne sont pas taxés, eux autres, sont tellement moins chers que c'est sûr que les gens n'achèteront jamais le produit qui est environnementalement pas bon. Mais à ce moment-là, ça vient à l'encontre des règles, de la plupart des règles de droit internationaux, puis la plupart des droits, des accords qui ont été signés, parce que ce que tu veux, c'est ne pas faire de compétition déloyale par une mesure étatique à travers ces projets-là. Quel Mais genre de ça reste quel genre de mesure que justement Donald Trump voulait faire, là, de ce que je me rappelle là, dans son plan, là? Pour justement inciter les gens à consommer des produits qui étaient faits plus localement, puis éviter les importations de certains pays pour lesquels ouais, il n'était pas trop d'accord, là. comme je t'ai dit, ultimement, Donald Trump est libre de faire ce qu'il veut sur son territoire, puis il pourrait faire ça s'il veut, mais généralement, ça va être autour de la sensibilisation qu'il va essayer de faire ça, puis autour de la promotion des objets qui sont environnementalement bons, puis ils vont ensuite financer des industries locales qui, elles, vont développer des programmes environnementaux dans leurs entreprises pour avoir des produits locaux qui sont d'une meilleure qualité environnementale de production, en tout cas. Puis encore Bref, là, meilleure qualité environnementale, je trouve tellement que c'est un grand mot parce que quand on commence à s'intéresser aux différentes analyses de cycle de vie qu'on appelle souvent les ACV, des fois, on parlait tantôt des fameuses pailles de plastique versus les pailles de carton, mais on se rend compte que c'est une fausse bonne idée au final de faire ça pour plusieurs raisons qu'on n'élaborera pas ici parce que c'est pas le sujet du jour, mais quand même, des fois, on pense faire le bien, un peu comme tu expliquais tantôt, puis on va se rendre compte plus tard qu'il y a des conséquences à ça. Au même titre que quand on a créé le plastique, on voyait ça comme la chose qui allait résoudre plein de problèmes, mais quand on s'est rendu compte que ça se décomposait pas, ben là, ça amenait d'autres formes de problèmes qu'on n'avait pas prévues. Euh, mais c'est pas pour mal faire qu'on l'a fait à la base. C'est dans un but d'améliorer les conditions, les situations, puis en même temps, ben, tu sais, si on sert de cobaye pour d'autres pays, comme tu expliquais plus tôt, qui permettent de créer des mesures qui sont plus éco-friendly à la base en partant de zéro, ben c'est toujours. Je pense, sans vouloir être très négatif, je pense qu'on a besoin de ça euh, pour évoluer, si je peux me permettre. bref, dans tous les cas, ça, tu sais, rendu là, moi, je pense quand même qu'il y a certaines décisions qu'on prend, des petites actions qui vont quand même améliorer la qualité de l'environnement. Puis, je veux dire, on partira pas sur le débat de qu'est-ce qui est bon pour Ah l'environnement ou non, qu'est-ce c'est qui est ça, pas ça a bon plus pour de fin, là. l'environnement. Parce que c'est ça, ça a plus de fin, puis c'est surtout que ça sort du cadre politique rendu là, puis c'est en dehors de mes compétences. En termes de protectionnisme, dans le fond, Steve me dit que Biden, dans le protectionnisme, c'est un méchant moineau. Je veux dire, ça dépend. Je veux dire, d'un, tu as le droit d'être protectionniste. Ça fait chier qu'un pays soit protectionniste dans le contexte où il y a des jobs qui dépendent du fait qu'on vend des produits à l'international. 80% de la production chinoise, en fait, même plus que ça, en fait 80% du revenu général de la Chine, c'est les exportations aux États-Unis. Fait que si les États-Unis, du jour au lendemain, arrêtent d'acheter des produits chinois, mais la Chine se retrouve avec 80% de budget en moins pour gérer ses programmes sociaux, pour développer des routes,
pour développer des services à sa population. Fait que c'est pour ça que le protectionnisme, ça fait mal d'un certain sens. Mais les pays veulent en faire pour favoriser leur job à eux, leurs industries à eux, puis leurs personnes, leur propre pays. C'est le cas au Canada aussi. Là, je veux dire, nous, je pense que c'est 90% de notre production qui est exportée aux États-Unis. Fait que si jamais les États-Unis arrêtent d'acheter des produits canadiens, On l'a vu on avec perd le bois 80. d'œuvre. Tu sais, dans un dossier, justement, par rapport à l'environnement, on avait une discussion par rapport, justement, au bois d'œuvre, où là, on disait, bon, nous, d'un côté, les environnementalistes, on était contents qu'ils laissent un peu qui slack la production de coupe de bois qui avait plus de fin, puis que là, ça devenait problématique, puis qui était rendu dans des zones qui étaient protégées, puis qui allaient couper dans ces zones-là. Puis d'un autre côté, ils disaient, ouais, mais c'est parce que les États-Unis, il faut qu'ils continuent d'acheter notre bois si on veut, tu sais. Fait que là, c'était comme une espèce de roue où là, quand tu avais les deux côtés de la médaille, tu faisais, ouch, mais quel cassement de tête. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut trancher. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, à toujours trancher du bord de l'économie, ben, il va y avoir des dommages collatéraux associés à tout ça, là, tu sais. Mais bon. Ouais, ben, tu sais, comme Steve est en train d'expliquer, ce qui est très vrai, c'est que c'est ça, c'est que généralement, les États-Unis vont prendre une mesure qui est protectionniste, vont imposer des taxes à des produits qui vont rentrer au pays. Mais en échange, la Chine, elle, ce qu'elle peut faire, c'est de dire, ben moi, je vais imposer des taxes aux produits américains qui se vendent sur le sol chinois. Plus fort que ça, moi, j'ai une influence sur d'autres pays dans le monde, en particulier en Asie. Je vais utiliser mon pouvoir d'influence pour que ces pays-là consomment de moins en moins de produits américains jusqu'à temps que vous, les États-Unis, vous abaissiez les tarifs douaniers qu'il y a dans votre pays pour que je puisse continuer à vendre mes produits. Puis c'est cette game-là de négociation, puis d'études, puis de choses comme ça qui vont se passer jusqu'à ce que finalement on trouve un équilibre qui va satisfaire correctement la moyenne des gens. La Si on revient à moyenne, ta tu l'as question dit, du tu début, sais. ouais. Mais si on revient à ta question du départ, qui était que les pays du Nord consomment plus de 80% des Ah oui, ressources, au début du du podcast, monde, oui. ben ça, c'en est une problématique qui va éventuellement se balancer à travers des négociations internationales, ou qui ne se balancera pas, on verra, rendu là, c'est pas moi qui décide ça, puis j'ai pas de boule de cristal, mais bref, qui devrait se balancer avec du commerce international parce que on peut pas continuer à toujours acheter dans les pays du Sud si on n'a pas de balance commerciale qui s'en va là-bas en échange. Puis ça va rééquilibrer un certain niveau de vie un jour où le développement des entreprises dans les pays en développement va augmenter. La Chine d'il y a 20 ans, c'est pas la même Chine qu'aujourd'hui. Non, Le non, standard de c'est. vie a augmenté parce qu'on a commencé à consommer énormément de produits chinois. Ils sont toujours. C'est toujours un pays qui est communiste. Puis c'est surprenant de voir un pays communiste faire bon, s'en aller à l'international puis faire travailler de façon quasiment capitaliste. Je veux dire, C'est- c'est un autre débat. Je veux dire, capitaliste, communiste, c'est encore une frontière grise. Comme gauche-droite, c'est pas quelque chose de si clair que ça non plus. On Non. va dire que la Chine est communiste parce que toutes les sociétés en Chine appartiennent à 50% plus un à l'État. Mais ultimement, les entreprises sont quand même libres d'agir selon leur bon vouloir aussi, là. C'est comme mi-chemin entre capitaliste puis communiste. C'est pas. Il n'y a rien de blanc, rien de noir, là. Non, ça, c'est particulier. Une question, parce qu'on va s'en aller vers la fin quand même, parce que ça va déjà faire 1h41 crois-tu que les entreprises privées, ça c'est une question que je me pose, c'est une question qu'on voit souvent, on voit ça souvent dans Monsieur Mondialisation, Anonymous et compagnie. OK, on parle peut-être un petit peu de conspiration ici, mais c'est pas nécessairement là que je veux m'en aller. Mais crois-tu que les entreprises privées et les multinationales ont plus de pouvoir sur les gouvernements que sur la scène internationale? Non, je crois pas que les multinationales ont plus de pouvoir que les gouvernements sur la scène internationale. Ça dépend, tu sais, il faut relativiser les choses encore, là. Je veux dire, une compagnie comme Microsoft ou comme, je sais pas moi, Coca-Cola, exemple, nous, Nestlé, apparemment que c'est une grosse compagnie qui aurait des influences au niveau de l'accès à l'eau, là. oui, c'est exactement, c'est un des exemples que j'aurais pu sortir. Nestlé, entre autres, vont avoir un certain impact sur des décisions gouvernementales, mais encore là, c'est pas par mauvaise foi qu'ils vont avoir des impacts sur les gouvernements, mais
par stupidité, là. Exemple, Nestlé, J'aime dans les tellement années ça. Ça répond à toutes mes questions, c'est beau. Alors parce c'est que correct. dans les années 90, par exemple, là, Nestlé a décidé de fournir du lait pour les bébés, là, du lait en poudre pour les Ouais. bébés parce qu'il disait que le lait en poudre, c'était meilleur pour la santé des enfants que le lait maternel, finalement. Non, parce que les Puis femmes avaient il y avait une mode qui avait dit que les femmes devaient arrêter d'allaiter pour je sais trop quelle raison obscure, puis là, ils avaient commencé à donner du lacté des préparations sucrées pour compenser, puis les enfants s'étaient ramassés avec des carences, des en tout cas, j'avais lu l'histoire c'est de ça, vrai de ça. C'est vrai de ça, puis plus fort que ça, c'est que les mères qui allaitaient à la base, Nestlé a commencé à donner ses produits dans des pays qui étaient moyennement à l'aise avec le développement de services publics. Nestlé, par bonne volonté, a donné leurs produits pendant une certaine période de temps. Les gens ont arrêté d'allaiter leurs enfants. Puis les mères qui allaitaient à la base, parce que dans les pays du Sud, les gens allaitent leurs enfants là, très, très longtemps, là, ah oui, genre c'est jusqu'à des trois protéines quatre ans. Là. gratis puis du gras C'est gratis, ça. tu sais, tu nourris la mère puis tu nourris une portée au complète, là. C'est ça. Fait que à ce moment-là, tu sais, quand ils ont commencé à donner du lait maternisé comme ça, ben, les mamans ont arrêté d'allaiter, ils ont arrêté de produire du lait. Puis quand ils ont arrêté 2 3 ans après de donner le lait maternisé, parce que les nouvelles études sont sorties comme de quoi c'était pas meilleur de prendre ça que de prendre du lait maternel, puis que le Maternelle. lait maternel, c'était quand même bon. Ben, les femmes qui allaitaient avant ne pouvaient plus allaiter maintenant, puis ils se sont retrouvées à être obligées d'acheter des produits. Pour acheter les produits, il a fallu que le gouvernement investisse parce que la population n'avait pas les moyens d'acheter ces produits-là pour donner ces produits-là à un prix accessible à leur population. Ah Fait ouais, qu'ils puis vont ils ont avoir pas d'argent nécessairement, eux autres, en plus. c'est ça. À ce moment-là, tu te retrouves à avoir des compagnies privées qui ont un impact sur les politiques locales, sur les politiques de certains pays, mais c'est encore par stupidité, c'est pas par mauvaise foi ou par méchanceté que ces entreprises-là se sont mis à avoir un impact là-dessus. Tu sais, une entreprise comme Coca-Cola qui se retrouve à gérer des ressources d'eau puis à créer littéralement des problématiques d'accès à l'eau dans certains pays, Comme c'est le le cas au font, Mexique, entre autres, là. ouais, ont pas fait ça d'un coup. Ils sont pas arrivés à quelque part puis ont dit parfait, à partir de maintenant, il n'y a personne ici qui a accès à l'eau parce que c'est nous autres qui la prend toute. Je veux dire, ils ont commencé à en avoir. Il y a eu des circonstances qui ont fait en sorte qu'ils ont eu besoin d'augmenter leur production. La population a voulu une augmentation de la production de Coca-Cola dans ces endroits-là parce que ça permettait un accès à une meilleure qualité de vie. Puis, finalement, il y a des conséquences environnementales qui ont mené à un certain une certaine pénurie de la ressource avec le temps. Puis aujourd'hui, ils sont pris avec ça parce que s'ils arrêtent de produire du Coca-Cola, bien, la population locale se remet à avoir un statut précaire qui est pire que juste celui Ouais, d'avoir un statut d'accès à l'eau. je sais plus si c'est je crois que c'est justement c'est au Mexique qu'il avait expliqué cette situation-là où il disait, il avait offert des puits parce que là, les peuples non, c'était pas C'est au arrivé en Mexique. Amérique du Sud. C'est arrivé beaucoup en Amérique En du Sud avec Amérique du Sud, hein, Coca-Cola. ils traversaient, tu sais, il fallait qu'ils traversent une route, puis finalement, il y avait installé au fond des puits ou d'eau potable pour compenser pour la problématique, mais il fallait quand même qu'ils marchent 2 kilomètres, qu'ils traversent une autoroute pour aller se tu sais, il avait comme pas réfléchi. Mais j'aime beaucoup l'aspect, on le fait pas parce qu'on est méchant, on pense pas. C'est plutôt ça le problème, c'est qu'on réfléchit pas à qu'est-ce qui peut arriver plus tard. Tu sais, et souvent à la maison, quand je viens le temps de faire un achat, je pense tellement que c'est lourd pour la famille. Parce que là, je pense à toutes les répercussions que ça peut avoir, puis au final, des fois, j'achète pas du tout, mais ça a quand même des répercussions sur la famille de ne pas l'avoir fait, d'une certaine façon. Heu, et comme on le dit, ça, c'est au niveau personnel. Après ça, on a municipal, on a public, on a tu sais, ça vient très large, très gros. Hey, j'ose même pas imaginer la pression, même une entreprise, même une compagnie, tout ce que tu peux que tu dois réfléchir, puis toutes les conséquences que ça peut avoir. Une fois que tu es rendu gros, là, c'est comme quand tu étais petit, tu gères plus ça de la même façon, là. C'est une équipe qui gère pour toi, puis ça a des conséquences sociales, ça a des conséquences environnementales, ça a des conséquences économiques. Es-tu pour le lobbying? Steve, ta question, est-ce qu'elle est destinée à Alex ou à moi? Parce que si on parle de moi, je fais partie des gens qui ont des lobbies, des lobbyistes au niveau environnemental, au niveau du gouvernement. Donc, est-ce que je suis pas? Oui, mais ça prend beaucoup de financement pour réussir à avoir bonne pression et l'appui d'un public fort. Quand on dit ça, est-ce que tu es pour le lobbying? C'est que c'est une question qui est lourde, là. Je veux dire, moi, Ouais, je suis entièrement pour le lobbying, mais du lobbying, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est pas de donner de l'argent à un c'est député en ça. espérant que le député vote pour toi, là. Du lobbying, c'est de payer quelqu'un pour que cette personne-là aille discuter avec un Ouais, député ou aille discuter avec un élu pour essayer de favoriser certains éléments. Puis
c'est nécessaire en fait dans une société démocratique. Parce qu'exemple, là, toi du jour au lendemain, tu développes une technologie qui est capable d'éliminer toute la pollution du monde. Le problème, c'est que tu n'as pas les moyens de développer cette industrie-là, puis tu n'as pas personne pour t'appuyer là-dedans. Tu as besoin d'aller voir le gouvernement puis de dire: «Hey, finance mon projet, j'ai besoin que tu finances mon projet pour être capable d'arriver à réaliser cette technologie-là». Puis cette technologie-là va éventuellement aider toute la population. Puis les entreprises privées, ce qu'ils font avant tout, c'est qu'ils donnent un service à la population, là. Ouais, c'est quand même ça, puis même encore, tu sais, on dit quand on parle, quand je dis ça prend de l'argent, tu sais, je vais donner un exemple. Nous, quand on a fait le guide d'hygiène et de salubrité, qui est un guide pour inspirer, éduquer plutôt les entreprises sur comment on réutilise un contenant dans notre commerce de façon sécuritaire, de façon salubre, etc. Juste ça, il a fallu passer par-dessus un lobby qui était Coalition Plastique Canada ou Coalition Canada pour le plastique, Food Packaging Service Canada. Food Packaging Service Canada, c'était une certaine coalition qui, eux, travaillaient pour qu'on évite le retrait du plastique. Écoute, on se battait contre des multimillionnaires et des gros lobbyistes, puis nous, on arrive avec Équiterre, puis c'est comme on est là, on a de l'air d'une graine à côté de ce gros-là. On a gagné. Tu sais, c'est ça. Oui, Puis de toute façon, si tu parles pas au gouvernement, comment tu veux que le gouvernement soit au courant de ce que tu veux, toi, en tant qu'industrie, puis en tant que milieu ou groupe de pression? Le lobbying, c'est nécessaire pour faire valoir les points d'un groupe de pression ou d'une entreprise ou d'une personne, tout simplement au sein du gouvernement. Du lobbying, c'est pas de payer un politicien pour qu'il passe des lois pour pas de la toi, c'est corruption, là. simplement d'aller voir le gouvernement dans l'objectif d'influencer une décision politique. Puis c'est correct de faire ça. Ouais, c'est ça, ça en prend. Puis, tu sais, le lobby, ça peut être aussi. Merci, Bowie! Je vais attendre que la musique finisse. Un lobby, ça peut être également quelqu'un, ça peut être au niveau municipal, ça peut même être toi, en tant que personne, qui décide d'aller rencontrer une entreprise au coin de la rue, puis qui cogne à la porte, puis qui dit bonjour, j'aimerais ça que tu acceptes tes contenants. Genre, comme j'ai fait avec le circuit zéro déchet, puis finalement, tu es rendu avec une entreprise parce qu'un jour, tu es arrivé avec ton contenant dans un café local, puis tu as dit remplis-le-moi. Pourtant, au début, mon idée avait pas de l'air si stupide. Mais aujourd'hui, j'ai une grosse gestion à faire à travers de tout ça. Puis, en tout cas, j'espère que ça sera pas stupide sur le long terme. Mais il y a beaucoup de ce que je peux comprendre. Chaque fois que ça se ramasse au niveau politique, ça part tout d'une bonne idée. Puis finalement, ben, à long terme, comment ça se développe, que ça peut devenir quelque chose d'un petit peu niaiseux, là. Faut garder ça quand même balisé, là. Faut pas laisser le lobbying aller à toute, laisser aller le lobbying comme à large échelle, là. Dans une certaine mesure, corrompre des gens, c'est aussi du lobbying, mais Oui, ça doit rester illégal, ça doit rester encadré. D'ailleurs, si tu engages une firme de lobbying aujourd'hui, c'est public au Québec, là. oui. Il y a un registre des lobbyistes, des lobbyistes où ils sont tous enregistrés comme des armes à feu ou des trailers, là. Puis, eux autres, quand ils s'enregistrent, ils disent sur quoi ils veulent influencer le gouvernement. Ils sont obligés de le déclarer, puis ils sont obligés de déclarer c'est quoi l'objectif en arrière de tout ça. Fait que il y a rien de mal à ça, tant que tu viens pas corrompre des gens, raison pour laquelle tu l'encadres, tu interdis la corruption, mais tu permets le lobbying, tu sais? Oui, puis encore là, quand on s'enregistre, moi dire, c'est pas n'importe qui peut s'enregistrer. Quand on a fait l'enregistrement avec la coop, ça a été excessivement complexe, là, d'avoir notre place, puis il fallait arriver avec un plan, fallait... Tu sais, t'arrives pas là en disant «Oui, bonjour, c'est parce que j'aimerais...» Ouais, tu sais, une petite enveloppe. Non, non, regarde, tu rentres pas de même, là, c'est pas de même, ça marche mais pas pantoute. Puis encore là, tu sais, des fois, il y a des décisions au niveau gouvernemental que les gens, c'est comme «Comment ça que ça s'est pas décidé encore?» Ben, je peux vous garantir, les amis, que ça fait 4 ans que je travaille sur mon projet par rapport au zéro déchet, puis on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ça fait 4 ans. Quand on parle de réduction des gaz à effet de serre en 2030, 2050 maintenant, il y a des raisons pour ça. C'est que dans un cadre politique, ben, on a plusieurs couches et sous-couches à venir, pas nécessairement influencer, mais éduquer, informer, trouver des alternatives. Puis comme on a discuté tout le long du podcast avec Alex, des sous-couches, il y en a, puis chaque couche, sous-couche a une influence sur toutes les autres. C'est un effet papillon, là. Ouais. On a des clients au boulot qui remplissent plus de 500 bouteilles en verre. Chaque année, ils économisent 50 cents à la bouteille euro, donc tu réduis que ça facture, c'est toujours intéressant. Oui, ben ça, c'est des initiatives justement à Goedo qui permettent justement de favoriser des initiatives plus écologiques, entre autres, là.
En France, toute personne ou organisme qui influe les députés ou la politique française a la possibilité de s'enregistrer dans la registre pour rendre public leur travail et leur influence. A la possibilité, mais pas l'obligation. Ouais, OK. C'est sensiblement la même chose ici, si je me rappelle bien, là, au niveau des... Non. Ici, tu es obligé de t'enregistrer. C'est Si ça, tu es un ici, t'es lobby qui travaille obligé, pour c'est une pas entreprise, obligatoire. tu es obligé de t'enregistrer. Tu es pas obligé de t'enregistrer dans certains contextes. Il y a certaines exceptions. Du genre, tu fais du lobbying pour ta propre personne. Tu vas aller voir ton député parce que tu as des taxes à payer et tu n'as pas les moyens de les payer. C'est du lobbying. Mais tu n'as pas besoin de t'enregistrer au registre des lobbyistes pour faire ça parce que tu le fais pour ta propre personne. Fait à ce moment-là, après ça, si tu y vas pour ta propre entreprise à toi, en général, tu as pas besoin de t'enregistrer si tu es propriétaire d'une entreprise. Mais si tu es un actionnaire d'une société constituée par action, là, tu es obligé de t'enregistrer. Si tu engages quelqu'un pour aller voir le gouvernement pour ta société, à cas un lobbyiste, il est obligé de s'enregistrer. Puis nous, c'est pas un choix, là, tu es obligé de le OK, faire. fait que c'est vraiment Mais la différence entre les 2. C'est que nous, on est obligés de... Je vais te laisser. Si vous avez des questions pour Alex précis concernant ce qu'on a fait, je vais laisser Alex vous répondre. Je vais prendre une petite pause de 2 minutes. Il faut que j'aille faire une petite urgence. Alex, est-ce que ça te va si je te laisse gérer ça de 2 secondes? oui, ça me Parfait. va si tu l'as géré ça. Soyez respectueux, soyez gentils. J'en ai pour 2 minutes. On veut que les changements, il faut que les choses se fassent bien si on veut qu'elles traversent les changements de gouvernement lors des élections. Je veux dire, c'est pas simple de changer des lois établies. En tout cas, je crois comprendre. Ah non, c'est pas Bowie qui est française, c'est Zagojest, là. Mais Bowie, en fait, c'est pas si simple que ça de changer les décisions prises par un autre gouvernement. Parce que quand tu votes une loi, finalement, oui, ultimement, le gouvernement a la possibilité d'abattre toutes les lois qui ont été faites par un autre gouvernement précédent. Le problème là-dedans, c'est qu'il faut que tu considères que l'ancien gouvernement a été élu démocratiquement, puis il a été élu en fonction de la volonté de la population, puis la population avait la volonté au moment d'élire ce gouvernement-là, que ce gouvernement-là gère l'État. Fait que, constitutionnellement parlant, il n'y a rien qui empêche un gouvernement d'abattre tous les projets de loi qui ont été faits par un autre gouvernement, mais ça s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. Par convention constitutionnelle, au Canada, on essaie de déterminer que en fait, par convention constitutionnelle, on dit que ça se fait pas. Puis une convention constitutionnelle, ce n'est pas écrit, ce n'est pas une loi écrite qui t'interdit de le faire, mais c'est comme un principe de base qui dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Comme il n'est pas écrit dans un texte de loi que j'ai pas le droit d'envoyer chier Cindy en ce moment si je voulais. L'affaire, c'est que moralement parlant, puis par conduite, par bonne conduite, par principe de bonne conduite, j'enverrai pas chier Cindy, tout simplement parce que je m'entends bien avec, parce qu'elle m'invite sur son podcast, je suis chez eux, pourquoi je m'enverrais chier? C'est un petit peu le même principe en politique. Puis les lois qui ont été passées par les gouvernements précédents, mais vont des fois être adaptées à une nouvelle situation, mais vont quand même demeurer. Fait que les changements apportés par un gouvernement existent toujours, puis vont toujours être perpétués par les gouvernements ensuite. Sauf que des fois, il faut les tweaker un petit peu dans l'objectif d'évoluer avec le monde qui évolue lui aussi. Puis on est actuellement la somme de tous les autres gouvernements. Notre état actuel est la somme de tous les autres gouvernements qui existaient au Canada, là. On a évolué depuis, c'est juste qu'on est élu petit peu par petit peu, puis on voit pas nécessairement des changements aussi gros que ça, d'un coup non plus, là. Et c'est difficile de toute façon, comme on l'expliquait plus tôt, de faire des changements one shot parce que il y aurait trop d'impact sur trop de couches de la société qui pourraient avoir des influences qui ne sont pas nécessairement positives parce que les gens, même s'ils disent ah, on est pour le changement, il n'y a pas de vrai gouvernement qui va être un changement parce que le gouvernement doit quand même respecter les engagements qui se sont passés avant, les engagements à venir. Il faut qu'il s'adapte aussi à ses électeurs, il faut qu'il s'adapte à ce qui se passe présentement. Il y a des lobbies, il y a des entreprises, ben, les lobbies des entreprises viennent ensemble, il y a le peuple. C'est beaucoup plus complexe que, un peu comme qu'Alex disait tantôt, tu sais, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, là, c'est... Tu sais, mettons, là, par exemple, demain, on déciderait d'élire le Parti vert, puis qu'on lui donnait un gouvernement majoritaire au Parti vert, puis que lui décidait de détruire complètement l'industrie pétrolière en Alberta. Comme Et on avait dit au si, début, ouais. ce serait très dommageable pour la population de l'Alberta, puis c'est littéralement des vies qui vont enlever avec ce projet-là, là. Fait que qu'est-ce qu'on va viser à la place? C'est qu'on va viser une transition énergétique. On va développer de l'industrie de l'industrie durable sur le territoire albertain pour que les gens aient une porte de sortie, puis on va graduellement réduire
réduire la possibilité de développer l'industrie pétrolière pour essayer de transférer les jobs vers Merci des pour le industries haut, durables, ça mérite comparé, une comparé à petite l'industrie danse. pétrolière, pour avoir le moins d'impact possible sur la Merci. vie des gens, drastiquement, finalement. C'est ça, tu sais, il faut pas, il faut tout considérer, puis je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important, à faire là-dedans. Puis après ça, ben, on va voir Tu qu'est-ce qui sais, s'en vient dans les prochains mois parce que là, il y a des encore là, présentement, avec la situation qu'on vient de vivre, il y a des changements qui vont se produire. Il y a des adaptations qui vont se faire, que ce soit local, que ce soit dans la sphère publique ou que ce soit dans la sphère internationale, là. Les frontières vont réouvrir, heu, le tourisme va réouvrir, l'économie, écoute, tout revient, là. Il y a de quoi quand même qui se va se passer là, là. sinon, je sais pas si tu voulais qu'on enchaîne sur une autre question, si tu voulais conclure. J les autres questions que j'ai, je pense que c'est pas nécessairement des questions que tu vas être capable de répondre aujourd'hui. Par contre, peut-être que, parce qu'on avait discuté que tu as quelqu'un qui connaît peut-être le droit environnemental, je pense que ce serait plus des questions qui seraient pour lui. Parce que là, on parle surtout de droit d'accès aux produits, on parle de il y a beaucoup de questions concernant le droit environnemental, de ce que je comprends, puis il y a beaucoup de personnes qui bon, ça, je te dirais que, tu sais, au travers le monde là, on parle de système. Dire au travers le monde, connais-tu historiquement des systèmes qui fonctionnent différemment et qui ont prouvé qu'ils pouvaient faire mieux avec moins en temps de crise? Est-ce culturel, politique, social? Je pense qu'on est même plus dans la sociologie rendu ici qu'on est dans le politique. Ben, tu sais, en termes de politique, on peut en parler encore, mais c'est parce que cette question-là est super vague pour moi, là. Ben, c'est C'est ça. c'est quoi c'est quoi faire mieux, puis c'est quoi faire avec moins? Je veux dire, c'est un petit peu ça. On peut prendre les pays scandinaves, on peut en parler. De toute façon, on en parle tout le temps des pays scandinaves, comment ils sont bons, comment ils sont hot, puis comment ils sont capables de gérer leurs États de la meilleure des façons possibles. Je veux dire, l'Islande est un pays où il y a des services publics qui sont encore plus développés qu'ici, où il y a encore plus de voitures électriques. Pourtant, c'est une petite île au milieu de l'Atlantique qui a pas vraiment de ressources, sauf une. Ils ont énormément de pétrole, puis ils le vendent partout dans le monde. Fait est-ce qu'ils font mieux? C'est- Localement, si tu regardes l'Islande, oui, ils font mieux. Par contre, ils vendent du pétrole partout dans le monde. Ça Est-ce que balance-tu le fait que c'est ça, tu sais, est-ce qu'ils sont stupides? Je veux dire, c'est relatif. Le Danemark, c'est la même situation, là. Le Danemark, ça a l'air d'un pays qui est super avancé quand on regarde leur politique environnementale, quand on regarde leur politique sociale, parce qu'eux autres, ils ont pris la décision politique de taxer puis d'imposer la population. C'est-à-dire, aller rester au Danemark, là, ça va te coûter 50% de ton salaire juste en taxes à la consommation, puis un autre 50% de ce que tu gagnes en impôts. Fait que le trois quarts de ce que tu fais en argent, ben, tu vas le donner au gouvernement pour développer tes services publics, pour avoir un métro gratuit, pour avoir des bicyclettes partout, pour avoir des écoles qui sont pas tout délabrées. Mais je veux dire, eux autres, ils taxent énormément leur population. Puis c'est quoi? Le Danemark aussi vend du pétrole partout dans le monde. Fait qu'eux autres aussi ont une industrie qui les soutient. Fait que c'est relatif de dire ça. C'est à nous de faire ce choix-là. Est-ce qu'on veut payer plus de taxes, plus d'impôts pour avoir plus de services publics de bonne qualité? Actuellement, les gens chialent sur le système de santé qu'on a puis sur notre système scolaire, mais il faut se rappeler d'une chose, là, on a le système scolaire et le système de santé qu'on paye pour. Si on investissait plus, on aurait de la meilleure qualité, mais il faut investir plus pour ça. Puis là, après ça, c'est à nous de prendre la décision de faire le ballon. Est-ce qu'on aime mieux un système de santé comme il est là avec les taxes qu'on paye, un système de santé moins performant en payant moins de taxes, ou avoir un système de santé plus performant en payant plus de taxes? Puis ça, la décision politique vous revient à vous, quand vous allez voter, quand vous allez vous informer sur le parti pour lequel vous votez. Tout ça, les partis ont une plateforme qui l'explique. Est-ce que moi, je suis pour l'augmentation des taxes et l'augmentation du service public ou je suis contre ça? Puis encore là, j'ai un de mes amis qui travaille pour Québec solidaire qui arriverait, qui dirait: «Non, le but, c'est pas de taxer plus la population, c'est de taxer plus les industries». Tu sais? Mais Ça ça aussi, aussi, ça a, ça fait partie ça des a un taxes, hein. coût, là. Ça fait partie des taxes. Ça a un coût. Le Danemark puis les pays scandinaves imposent plus leurs entreprises puis taxent plus leurs entreprises. Mais je dirais, est-ce qu'on est capable de taxer dans la même mesure? Est-ce qu'on est capable de développer tu sais, je veux dire, les Ta gens ici sont caméra en contre le arrache fait un de peu, je pense. ouais, c'est la vieille caméra à Spoffy, puis effectivement, elle en arrache. Mais bref, taxer les entreprises, ça fait aussi en sorte que les entreprises peuvent se délocaliser. Ça impose un risque sur la perte d'emploi, sur le développement économique d'un pays. Puis c'est encore cette balance-là qui est à faire. Mais oui, ça se fait tout à fait taxer des entreprises. Le Danemark le fait, puis la plupart des pays scandinaves le font à la planche, le taxer des entreprises. OK. Puis les entreprises s'en vont pas pour autant, là. Non, c'est ça. Fait qu'il y a moyen de trouver l'équilibre à travers de tout ça, puis
qu'on peut aller loin. Hey, Alex, je te remercie énormément pour ton temps. Ce fut très éducatif de mon côté, très informatif également. J'ai même pris des notes sur des affaires que je connaissais pas, comme le rasoir, entre autres, et le fameux accord de Bretton Woods. Fait que je prends toutes ces notes-là. Je vais commencer à lire un petit peu. C'est curieuse. Parce que je suis curieuse. Fait que, hey, je te remercie beaucoup. Puis, si jamais ça te tente de revenir à l'émission, parce qu'il y a un sujet que tu as envie de développer, tu me fais signe quand tu veux. C'est vraiment Mais intéressant. écoute, moi, si tu veux reparler de politique, ça va me faire plaisir de revenir. Si jamais je peux conclure sur quelque chose, c'est vraiment sur ce point-là, le rasoir de chicken, là. Voyons, si j'ai un blanc, c'est vraiment ça, le chicken? Non, c'est pas chicken. C'est Ça finit par temps. Je l'ai mal noté. c'est le rasoir Danlon. Voyons, si j'ai tout le Madeleine. temps un blanc, c'est le nom de ce concept-là. Le rasoir Danlon, en fait, rappelez-vous, en sciences politiques, premièrement, il n'y a jamais personne qui est de mauvaise foi. Puis les actions qui peuvent sembler malveillantes sont souvent juste stupides. Fait qu'il faut se rappeler de tout ça. Puis il faut analyser la politique puis les relations internationales comme si tout le monde avait une bonne raison de faire ce